Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreuses et nombreux à cette formation. J'ai été surpris en bien du nombre d'inscriptions, donc je pense que ça répond à un besoin. C'est la première d'une longue série, je pense. On va en faire plusieurs. Je me présente déjà vraiment pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Raphaël Dupertuis, responsable communication des Verts Vaudois depuis un peu plus de 3 ans. On a mis en place cette formation pour répondre quand même à un besoin assez récurrent des sections et surtout des membres voilà, d'avoir une formation sur les réseaux sociaux. Donc, il y a de tout niveau hein, aujourd'hui. Il y a des gens qui s'y connaissent bien, il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui sont pas vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, on va essayer de trouver un peu un équilibre sur, euh, sur le programme. C'est sûr qu'en maximum 2 heures, on va pas pouvoir tout couvrir. On pourrait faire plusieurs jours là-dessus. Donc voilà, le but, c'est un tour d'horizon. J'ai construit la formation sur vos questions. Merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez posées à votre inscription. Donc en fait, finalement, toute la trame de cette formation est basée sur vos questions. Donc j'espère répondre à un maximum de questions. Si on est encore à la fin, on aura le temps d'en discuter. Et sinon, je suis toujours à dispo hors de la formation aussi pour répondre à vos questions. C'est aussi mon job. Je remercie Caroline qui est là ce soir, je crois, et qui est coordinatrice de campagne pour Lausanne et Yverdon pour les communales, qui m'a aidé aussi à mettre en place la formation et à définir le programme. Donc voilà, sans plus attendre, on va déjà commencer. Alors vous verrez, c'est dense, il y a de la matière, les slides sont denses aussi. J'ai voulu faire des slides que je vais vous envoyer après. Donc le but, c'est que sur les slides, il y ait des infos et pas juste des mots-clés. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. Le but, c'est vraiment d'être participatif. Donc posez vos questions, n'hésitez pas à m'interrompre, on est là pour ça. Au niveau logistique, on fera juste une petite pause à 8 heures. Officiellement, c'est pour que vous puissiez boire un verre d'eau. Officieusement, c'est pour que je puisse dire bonne nuit à mes filles, vu que je suis à la maison. Donc voilà, on fera juste 5 minutes de pause à 8 heures. Est-ce qu'il y a déjà des questions avant qu'on commence? Parfait. Alors, avant de commencer, alors les réseaux sociaux, c'est un domaine où il y a beaucoup de termes de geek, mais beaucoup, beaucoup. Ce soir, je vais souvent utiliser des termes que vous comprendrez peut-être pas forcément si vous n'avez pas encore l'expérience. Donc, je les ai un peu résumés ici. Je vais les passer en revue rapidement. Le premier, ça vous l'avez bien entendu souvent, c'est l'algorithme. L'algorithme, c'est un peu la recette de chaque réseau social. C'est une recette un peu secrète. On sait un peu de quoi elle est faite, mais pas complètement. Puis c'est ce qui décide en fait à qui vos contenus sont affichés. Donc vos contenus, c'est vos posts, vos publications. Donc c'est un mélange d'intérêt public, d'interaction, de combien de temps les gens regardent vos contenus. Et selon le succès de votre contenu, il va le pousser encore à plus de monde. Donc le but, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est de plaire à l'algorithme. Ensuite, on a le call to action, c'est un appel à l'action. Donc, en général, quand on fait un post, on le verra plus tard. Le but, c'est que les gens fassent une action. Donc, ça peut être clique ici, inscris-toi, va voter, vote pour lui, vote pour elle. Donc voilà. Mais le but, c'est vraiment de dire aux gens, on aimerait que vous fassiez ça en ayant lu, après avoir lu ce post. Ensuite, on a le cross-post, la collaboration. Donc, sur Instagram, peut-être vous le savez déjà si vous y êtes, on peut faire un post qui est en co-auteur. On peut avoir jusqu'à 5 auteurs ou autrices différents. Ça peut être typiquement les Verts Vaudois font un post avec les Verts de l'Ouest lausannois, avec une personne de l'Ouest lausannois, par exemple. Donc, ça permet en fait de partager le compte sur les audiences de tous les comptes des auteurs. Un terme important ensuite, c'est l'engagement. Donc, l'engagement, c'est toutes les actions qui sont faites sur votre contenu. Donc, il y a les likes, les commentaires, les partages, les enregistrements, les clics, les réactions. Donc voilà, dès qu'une personne interagit avec votre contenu, ça compte comme un engagement. Et c'est ce qu'on vise, les engagements. Ensuite, on a les impressions. Impressions, c'est le nombre total d'affichage de votre contenu. Donc, c'est vraiment le nombre de fois qu'il est affiché. S'il a affiché 10 fois à une personne, ça comptera 10 impressions. Ensuite, on a un terme un peu marketing, c'est les KPI, donc les indicateurs clés. C'est comment mesurer en fait votre objectif. Comme on le verra, le but quand vous faites des publications, c'est déjà de mesurer après s'il y a eu l'effet escompté sur votre publication. Donc voilà, c'est vraiment des objectifs. Ça peut être un nombre d'inscriptions à l'événement si vous organisez une conférence. Ça peut être le nombre de messages reçus, le nombre de partages que vous vouliez.
Donc, ça permet juste de mesurer si vous atteignez les objectifs que vous étiez fixés. Ensuite, on a le reach, ou la portée en français. C'est le nombre de personnes uniques qui ont vu votre contenu, au moins une fois. Donc, les impressions, comme on a dit, ça compte toutes les vues, mais le reach, c'est juste le nombre de personnes. Par exemple, si une personne voit 10 fois votre post, ça fera un reach. Ensuite, on a le reach organique, naturel, c'est celui qu'on obtient sans payer, donc la plupart du temps. Mais on a aussi le reach payant, c'est le reach qu'on a via la pub quand on paye. Donc, quand vous sponsorisez des posts, vous savez, mon post a atteint gratuitement X personnes ou a eu X vues, et puis en payant, j'ai atteint X personnes ou X vues. Ensuite, on a les shorts, les reels ou les shorts, c'est pareil, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis 2 fois. C'est des vidéos courtes, verticales surtout, la plupart du temps. Ça sert surtout à atteindre des nouvelles personnes grâce à l'algorithme. Donc, c'est vraiment des contenus courts, rapides. Les shorts, en fait, c'est les vidéos de moins d'1 minute et demie sur YouTube. Et les reels, c'est les vidéos de moins d'1 minute et demie sur Instagram. Ensuite, on a un terme, c'est le snacking content. Ça, c'est le contenu, c'est des contenus qui sont très faciles et rapides à consommer. C'est un peu la tendance aux réseaux sociaux. C'est vraiment des contenus qui ont une durée de vie de quelques heures, quelques jours au mieux. Donc, c'est court, c'est simple, c'est visuel. L'objectif, c'est de capter l'attention rapidement, donner une idée de clé et proposer un call to action. Ensuite, on a la story. Donc, la story, c'est un contenu éphémère qui dure 24 heures en général, jusqu'à 7 jours typiquement sur YouTube. C'est en général vertical, c'est rapide. Ça permet souvent de montrer des coulisses, faire des sondages, demander des avis aux gens. Ça permet de rappeler des choses. Attention, jusqu'à demain pour voter, des choses comme ça. C'est assez idéal pour créer du lien et puis susciter des actions immédiates de la part des personnes. Et ensuite, on a le taux d'engagement que j'ai pas bien mis en gras. Donc, le taux d'engagement, c'est l'engagement divisé par le nombre d'impressions. Donc, en fait, c'est un peu la métrique importante pour savoir combien de personnes, enfin, le succès qu'a eu votre publication, en gros. Et finalement, on a la vélocité, donc c'est la vitesse d'obtention des premières interactions après publication. Comme je dis, l'algorithme, il va favoriser votre publication si elle a du succès tout de suite. Si vous la postez puis qu'après 1 heure, vous avez 0 engagement, il y a forte chance qu'elle reste à 0 pendant très longtemps. Donc le but, c'est vraiment quand vous publiez, que ça monte et puis que les gens l'apprécient tout de suite. Donc voilà pour les termes. Pas de souci, on va les... Il y en a quelques-uns qu'on va revoir pendant la présentation, donc inquiétez-vous pas trop. N'hésitez pas à me demander s'il y a des choses pas claires. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au glossaire? Alors, quelle est la différence entre engagement et call to action? Alors, call to action, c'est vraiment un texte qui dira cliquez ici pour voir notre programme ou votez pour lui, il est Juste, super. Raphaël, Oui. juste, excuse-moi, il y a des gens qui lèvent la main des fois. Je sais pas si toi tu vois, mais là, il y a une personne qui a levé la main au Non. moment où tu as dit Oui, est-ce que c'est quelqu'un moi. a posé une question. Donc, Ok. je sais pas si c'est la bonne pratique de lever la main ou Oui, si oui, c'est oui. d'interrompre direct, comme j'ai Merci. fait Ouais, très ouais. malhonnêtement. J'entends pas forcément. Alors, je réponds juste, je finis, ouais, juste la question de Valérie dans le chat, puis ensuite, Claudia, je te passe la parole. Donc oui, l'engagement, c'est vraiment un chiffre qui nous dit toutes les actions qui ont été faites sur notre contenu. Donc, c'est la somme des likes, des commentaires, des partages, des enregistrements du post, des clics sur le post, des réactions. Donc, c'est vraiment juste une métrique, en fait. Et puis, le call to action, c'est qu'est-ce qu'on veut, enfin, c'est l'appel à l'action qu'on veut que les gens fassent sur notre post. Donc, souvent, c'est inscrivez-vous à la conférence, allez voter, cliquez ici, inscrivez-vous. Voilà. Ça joue? Merci. Claudia? Bonsoir, tout d'abord. Je voulais Bonsoir. savoir si le snaking content, par Oui. exemple, sur quelle plateforme tu le vois? Sur TikTok? Alors, typiquement, TikTok, c'est 100% du snacking content, ça c'est clair. OK. Par contre, on peut le voir partout. Typiquement, sur Instagram, il y a beaucoup aussi quand on scrolle. Alors, je suis le premier à scroller puis à regarder des reels pendant 1 heure. Alors ça, c'est clairement du snacking content. Donc, il n'y a pas forcément une plateforme. Je pense que sur toutes les plateformes, il peut y en avoir. LinkedIn, un peu moins. LinkedIn, c'est un peu plus lecture. Mais je pense qu'entre TikTok et Instagram, c'est clairement quasi que ça. C'est juste parce que ça crée un peu avec le short, un peu de confusion sur le fait que Oui, c'est
Les 2, c'est des cours vidéo et donc Oui. voilà, je voulais comprendre ça plutôt. Alors, le short, c'est vraiment le nom du média, si on veut. Et puis, snacking content, c'est le principe OK. d'un contenu qui se consomme rapidement. Mais finalement, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, la grande majorité maintenant, c'est du snacking content. C'est OK. vraiment des trucs où on scrolle, c'est jetable. Donc, c'est vrai que maintenant, le terme snacking content, c'est presque tous les contenus. Au contraire d'une vidéo YouTube de 15-20 minutes. Non, parce que ça me rappelle Snake, tu vois? Ça semble que c'est un snacking content, ça Ah peut être ouais? un contenu, Non, alors c'est snack. Snack, c'est la chose qu'on mange rapidement. C'est pas le OK. snake. Ah, le snack, OK, OK, Ouais, ouais, merci. c'est pas mal. Non, oui, c'est vrai, snack, OK, Mais c'est vrai, merci. en fait, c'est du contenu consommable, comme une cacahuète, quoi. OK, merci, parfait. Merci J'avais pour la aussi question. une question. Tous ces impressions reach, c'est des données que nous, on peut aller consulter sur nos réseaux Oui, sociaux? oui, alors dans les statistiques, il y a, oui. On pourra peut-être voir après, je peux vous montrer, mais finalement, enfin, il y a souvent la métrique qui est affichée, mais par contre, c'est vraiment la somme des likes, des commentaires, des partages, donc ça, on les voit, ouais. Mais il y a Merci. tout dans les statistiques, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai oublié personne? Parfait. Alors, la suite. Avant tout, avant de parler purement réseaux sociaux, il faut toujours se poser quelques questions avant de communiquer. La première, la plus importante, c'est pourquoi on communique. On a souvent tendance à dire, ah, il faut qu'on communique, il faut qu'on fasse un flyer, mais on se pose rarement la question, malheureusement, de pourquoi on communique, c'est quoi la raison de notre com. Si votre contenu, il n'a pas de message clair, il fonctionnera pas. Donc, avant de communiquer, il faut que vous-même, soyez au clair sur ce que vous voulez dire et pourquoi vous communiquez. On dit toujours une com, normalement, c'est un message. Donc, on essaie de pas mélanger les messages, on dit une chose à la fois. Et spécialement sur les réseaux sociaux où les gens passent super vite, si on noie plusieurs choses dedans, ça marchera jamais. Donc, le but, c'est vraiment un post, un message. La deuxième question, c'est à qui on communique. On oublie souvent en fait qu'une communication, c'est une interaction entre un émetteur et un récepteur. Le récepteur, il faut déjà l'identifier avant de communiquer, parce qu'on ne s'adresse pas à la même chose, on ne dit pas les mêmes choses selon à qui on s'adresse. Typiquement pour les élections, si vous voulez envoyer une carte postale à tous les jeunes, vous ne mettrez pas le même texte que si vous envoyez une carte postale aux seniors, par exemple. Donc c'est vraiment important de définir à qui je communique. Et une autre question importante, c'est sur quel canal ou sur quel canal je communique. Encore une fois, on ne touche pas les mêmes personnes selon le canal. Dans certains cas, les réseaux sociaux, ça suffit. Puis dans d'autres cas, il faudra peut-être un communiqué de presse, des affiches, une annonce dans le journal. Donc, c'est toujours en se demandant qu'est-ce que je communique, pourquoi je le fais, à qui. En général, le canal, finalement, il s'impose. Enfin, c'est un peu la conséquence des réponses des questions précédentes. Donc, il faut toujours se demander où c'est que je peux atteindre les cibles que je veux atteindre. C'est clair, si je veux atteindre les seniors, je ne vais pas aller sur TikTok, par exemple. Donc, c'est vraiment ça qui aide à choisir. Est-ce qu'il y a des questions sur ces trois questions principales? Ce n'est pas le cas. Donc, la formation de ce soir, elle va un peu mélanger le personal branding. Donc, personal branding, c'est quand je communique en mon nom. Donc, moi, je suis Raphaël, je communique. Mais je pense sur les réseaux sociaux, dès qu'on commence à communiquer, on est tous une marque. Mais il y a une petite différence quand on communique en notre nom propre ou communiquer au nom des Verts, au nom de ma section. Alors, chez les Verts, selon la charte et les statuts, seuls les comités ou les personnes désignées par les comités peuvent communiquer au nom des Verts. Donc, quand je dis au nom des Verts, c'est avec le logo des Verts, où vraiment ça fait communication officielle. Mais par contre, quand on est vert ou vert, on représente quand même le mouvement, qu'on le veuille ou non. Donc, on a quand même une petite responsabilité quand on communique, on représente le mouvement. Donc, c'est quand même important de bien y penser quand même si tout le monde est libre de s'exprimer, évidemment, surtout chez nous. C'est pour ça que vous êtes chez nous aussi. Mais il y a quand même une charte à respecter et à laquelle il faut un petit peu penser quand on s'exprime publiquement, y compris sur les réseaux. Donc, la charte, elle est disponible en ligne sur notre site. Elle est franchement un peu vieille. Elle a été faite avant même les réseaux sociaux. Donc, elle est en cours de mise à jour, mais les principes s'appliquent encore. On rentre un peu dans le vif du sujet de la com et des réseaux sociaux. Un point important pour commencer, c'est qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser sur les réseaux.
Alors, encore hier au téléphone, quelqu'un d'une section m'a dit: «Ah, mais de toute façon, tout ce qui est sur internet, c'est libre, d'utilisation, je peux faire ce que je veux avec». Bah, en fait, c'est complètement faux. Avant d'utiliser quoi que ce soit texte, photo, vidéo, de la musique, il faut vraiment vous assurer, d'avoir les droits de le faire, au risque de recevoir une facture salée de la part, de la personne qui a créé le contenu. Ça arrive plusieurs fois que des sections reçoivent aussi une facture d'un photographe, par exemple, parce qu'ils avaient utilisé une, photo, qu'ils n'étaient pas autorisés à utiliser. Des fois, vous pouvez utiliser aussi des banques, d'images, des banques de données comme Unsplash. Je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est pas mal. Assurez-vous juste d'avoir le droit de l'utiliser dans un contexte politique, c'est un peu particulier. Et puis, est-ce que vous avez le droit de la modifier? Des fois, on peut modifier les images, des fois, on n'a pas le droit. Donc, soit on peut modifier les couleurs ou comme ça. On voit souvent aussi des gens qui mettent des articles de journaux sur leur réseau. Si vous êtes cité dans un article, alors ça, malheureusement, c'est aussi illégal parce que c'est protégé par les droits d'auteur. Donc, avant de publier un article, il faut demander, en tout cas au journaliste qui l'a écrit, si vous avez le droit. Si c'est des petites citations, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Et en règle générale, finalement, les extraits d'émissions télé, donc soit RTS, la télé, ou Sonomix pour les conseils ou le grand conseil, c'est toléré en général. Mais on mentionne toujours la source. Comme j'ai fait typiquement dans un reel la semaine passée pour le grand conseil, j'ai mentionné RTS mise au point. Donc voilà, ça on n'a jamais eu de souci, mais c'est un peu une zone grise quand même. Donc comme je dis, c'est toléré, mais ça pourrait ne plus l'être à l'avenir. Donc toujours faire attention avec ce que vous utilisez. Le choix des plateformes, alors c'est une question qui est souvent revenue. N'hésitez pas à me couper s'il y a des questions. Oui, Claudia. Oui, je m'excuse, mais Raphaël, le fait de récupérer des textes et les republier, il faudrait écrire citation, mais personne ne le fait. Et donc, comment, je me doute que tout le monde, puis après fasse ce que tu as dit, mais là, comment est-ce qu'on pourrait résoudre ça? Parce que voilà, il faudrait citer, mais personne ne le fait. Bah, souvent, on voit typiquement des sections peuvent citer un élu ou une élue qui a été cité dans un article. Alors, les citations elles-mêmes, je pense pas qu'elles rentrent sous le coup de l'interdiction. Donc, vous pouvez mettre les citations de la personne dans un post, par exemple, puis en indiquant que ça a été dit dans le 24 heures du 3 février. Donc ça, il n'y a pas de souci si la citation, elle vient de la personne. Oui, mais quand les gens ne le font pas, est-ce Ah, que c'est parce que des fois ils citent, mais ils disent pas qui mhm. ont cité et comment ça se passe? Parce il faudrait toujours l'écrire. Alors idéalement, ouais. Dès que vous Mmh. prenez quelque chose d'ailleurs, même si vous avez le droit, en général, on cite la source. Après, dans ces cas, c'est souvent pour dire, voilà, notre élu a été dans le 24 heures. En général, c'est la raison du poste. C'est de montrer que la personne était dans le 24 heures. Donc, en général, l'article est mentionné quand même. Mais ma question, Effectivement. est-ce qu'il est amendable, quelqu'un qui ne cite pas le Alors, je pense dans le cas la d'une source? citation comme ça, non, je pense pas que ça ira aussi loin. Mais OK. par contre, si vraiment on met un article de journal en ligne, une vidéo en ligne qu'on n'avait pas le droit, une photo, alors théoriquement, oui, enfin, ça rentre sous Mmh. le coup. Mmh, mmh, mmh. La, OK. ouais, Oui, c'est la propriété intellectuelle, ouais. oui, exactement. Mais il y Mais a un peu une zone grise où voilà, beaucoup de gens oui, se sur les permettent beaucoup. réseaux, Ouais, c'est la jungle, hein. Les gens ne savent pas qu'il y a la complètement. propriété intellectuelle. C'est ça. C'est pour ça que je le rappelle. Parce que c'est pour éviter les mauvaises surprises. Oui, oui, bien sûr. Mhm. Après, en cas, bah, il y a la base légale en cas de doute de la Confédération, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier en cas de doute Mmh. ou à nous demander. Ouais. Ah oui, oui, on passe par toi, c'est mieux. Mm. OK. Donc, le choix des plateformes, question très importante qui est revenue souvent dans les inscriptions. Donc, quel est le réseau le plus adéquat selon nos cibles? Comment choisir sans trop se disperser? Quelle différence on fait entre Facebook, Instagram, LinkedIn? Alors, c'est toujours la question. Comme je disais avant, on choisit notre canal par rapport à nos cibles. Mais par contre, on ne veut pas être sur tous les canaux, ça c'est clair. Enfin, c'est une question de temps, de ressources. Donc, nous, en standard, alors avec les Vervaudan, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn, on n'est plus sur Facebook parce qu'on s'est fait supprimer notre page pendant les élections fédérales. Et impossible de la récupérer malgré des téléphones avec Meta à Londres. Enfin, c'était vraiment
compliqué. Et du coup, pour l'instant, on n'a plus de page Facebook. Donc, on réfléchit peut-être à en refaire une, mais voilà, c'est pas forcément une de nos priorités. Donc, de la liste des réseaux souvent utilisés, on a Instagram. Instagram, on vise plus ou moins les 18-45 ans, même si voilà, ces limites d'âge, entre guillemets, elles ont tendance un peu à s'élargir maintenant. Sur Instagram, on peut mettre des carousels pédagogiques, des vidéos courtes, des stories, des questions-réponses. Donc voilà, si vous nous suivez sur Instagram, vous voyez un peu le style qu'on met. Facebook, on dit qu'on vise plutôt, on atteint plutôt les plus de 30 ans, voire même un peu plus. Facebook est encore pas mal utilisé pour les communautés, les groupes, les TED Lausanne-ci, les choses comme ça. On met facilement des événements sur Facebook, on peut faire des albums photos, des textes un peu plus longs. Donc, ça peut être des récaps d'événements, des choses comme ça. Et comme je disais, il y a des groupes aussi, encore beaucoup. Ensuite, on a LinkedIn. LinkedIn, c'est plus un réseau professionnel. On touche plutôt le monde, alors on touche beaucoup de monde, mais les milieux économiques, les médias, il y a beaucoup de journalistes dessus, des associations. Donc voilà, typiquement chez Les Verts, je ne mets pas forcément tous les posts sur LinkedIn, je mets un peu ce qui concerne plus le monde du travail, l'économie, les choses comme ça. Et ensuite, on a YouTube, TikTok, donc c'est un peu secondaire si vous avez déjà un peu une stratégie vidéo en place ou si vous souhaitez en mettre une en place. Nous, on utilise YouTube un peu comme lieu de stockage des vidéos. On n'a pas de vraie stratégie YouTube. Et TikTok, on n'y est pas. Mais je sais que certaines sections s'y mettent. Donc voilà. Mes conseils, c'est le choix des plateformes, il doit se faire un peu sur le long terme. Souvent, on a tendance à dire pour la campagne, on va ouvrir un TikTok. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la stratégie la plus efficiente. Parce que déjà, le temps de construire une audience, la campagne, elle sera déjà passée, sauf si tout à coup vous cartonnez. Mais pour ça, il faut vraiment des compétences en interne. Il faut vraiment des personnes qui sont capables de faire une stratégie, de créer du contenu régulièrement, qui maîtrisent les codes aussi de la plateforme. Chaque plateforme a ses codes. Donc, si vous avez déjà des réseaux, personnellement, je conseille plutôt de consolider les réseaux que vous avez déjà plutôt qu'essayer d'en faire plus. Au début, si vous n'êtes pas encore trop présent, je vous conseille de choisir 2 plateformes pour commencer. Ça peut être Instagram et Facebook ou Instagram et LinkedIn. Et puis, vraiment de privilégier la qualité puis la régularité plutôt que le nombre de plateformes à tout prix. Je pense que vous toucherez plus de monde en faisant bien moins 2 réseaux, disons, que 4 réseaux, mais pas complètement. Donc, c'est mes conseils. Est-ce qu'il y a des questions qui restent par rapport au choix des plateformes? Non, n'hésitez pas si jamais. J'avais une question, il n'y a pas mentionné, j'ai oublié, Snapchat et puis un autre réseau, Twitter, du coup. Ah oui, c'est vrai. Alors Twitter, oui. Alors, on l'a quitté avec les Verts, en tout cas vaudois, ça fait un petit moment déjà. C'est que je l'ai pas mis dedans parce que pour des raisons éthiques, on avait vraiment décidé de quitter. Donc là-dessus, on touchait pas mal les journalistes, mais les journalistes aussi, ils sont pas mal passés à LinkedIn. Donc ça remplace aussi passablement. C'est vrai qu'il reste Twitter, mais nous, on le conseille pas. Vous me direz, Meta, c'est pas forcément beaucoup mieux. Mais c'est sûr que voilà, on cherche toujours la solution idéale. Mais là, avec les coups d'éclat d'Elon Musk, on s'était dit que Twitter, c'était vraiment trop. Donc c'est vrai que je le mentionne même plus parce que je ne le recommande pas. Ouais. Après, voilà. Chaque section est libre aussi de choisir. Ça répond à ta question? Oui, tout à fait, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le choix des plateformes? Oui, Claudia. C'est très intéressant. C'est très intéressant ce que tu as dit au niveau éthique, hein, parce que moi, j'avais quitté Meta aussi. J'avais fermé le compte Facebook, justement. Mais effectivement, avec cette campagne, on m'a demandé de le réactiver. Et moi, je ne voulais pas forcément. Et c'est intéressant ce que tu as dit sur l'éthique. Ouais. Alors, si nous, on ne veut pas, mais le groupe nous demande de le faire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je pense que la décision appartient qu'à vous. Hein. Personne ne peut vous forcer de dire mets-toi sur Facebook. C'est votre image. Donc, avec tout le respect que j'ai pour ton groupe, je pense que la décision t'appartient. Ok. Donc, personne ne peut vous forcer à être à quelque part. Ça,
Non, mais c'est vrai que des fois, on utilise comme WhatsApp des méthodes de communiquer que la plupart utilisent. Et donc, après, nous, on est contraintes aussi de le faire. Oui, ouais, c'est l'éternelle question. Et, enfin, voilà, pour nous, c'est un défi aussi. Le problème, Ouais. c'est qu'il y a des réseaux un peu plus sociaux, enfin, pas sociaux, mais éthiques qui se lancent. Le problème, c'est qu'il n'y a personne dessus. Donc, pour nous, ce serait pas du tout efficient de développer une présence dessus pour qu'il y ait toujours les 2, 3 mêmes personnes qui voient les posts, quoi. Mmh. Mais mon rêve, ce serait qu'on puisse se défaire de Meta et de toutes ces grosses boîtes moins éthiques. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de. Voilà, c'est un peu un ratio Ouais, de ouais. comment on atteint les gens. Mais ouais. Mais oui, je vous cache pas que chaque fois que je poste sur un réseau Meta, par exemple, ben voilà, j'ai l'impression de contribuer à ça. Il y a aussi Mmh. l'aspect de sponsoriser, de donner de l'argent, on en reparlera après, mais Oui, c'est c'est aussi quelque plutôt chose qui ça. me gêne Ouais, personnellement, mais on en parle un peu plus tard. ouais. Merci. Merci. Plus de questions sur les plateformes, vous pouvez toujours les poser par la suite. Petite remarque, je vois très souvent des sections qui me contactent parce qu'ils n'ont plus d'accès à leur compte. Alors malheureusement, moi, je suis pas Meta, donc je peux pas faire grand-chose. Ce que je peux faire, par contre, c'est de la prévention et vous dire que de manière générale, pour vos comptes de section, il faut vraiment vous assurer qu'il y ait plusieurs personnes qui aient le mot de passe. Ça peut, on sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je dis, je roule en vélo, je peux avoir un accident demain. Et s'il y a que moi qui ai accès au compte des Verts Vaudois, ben, on sera un petit peu embêté. Donc, pour éviter tout problème d'accès, je vous conseille vivement qu'il y ait plusieurs personnes qui aient au moins le mot de passe, l'accès au compte. Pour vos comptes perso comme pour les comptes partagés, je vous conseille très vivement d'activer l'authentification à 2 facteurs ou tout autre système de sécurité qu'il y aurait à dispo. Parce que maintenant, hacker un compte, ça se fait assez facilement. Ça arrive assez souvent qu'on voie des gens se faire hacker. Donc voilà, plus il y aura de sécurité, plus vous minimiserez ce risque. Je ne l'ai pas mentionné sur les slides, je vais le rajouter, mais il y a beaucoup d'usurpation. Alors ça, c'est quelque chose contre lequel vous pouvez rien faire malheureusement. Mais demain, je pourrais très bien créer un compte qui s'appelle les Verts Vaudois, mais en fait, je suis pas du tout les Verts Vaudois. Donc si vous voyez quelqu'un qui usurpe un compte de section ou même un compte personnel, n'hésitez pas vraiment à le signaler tout de suite à la plateforme. En général, ça marche assez bien. Des fois, il faut le faire quelques fois, mais n'hésitez pas tout de suite à signaler. Ça, on le voit de plus en plus. Et ça, on ne peut pas le prévenir parce que tout le monde peut créer des comptes. Donc, ouais, la sécurité, c'est important. Soutien à la communication, donc ça, c'est qu'est-ce que les Verts Vaudois, donc plus spécifiquement le secrétariat peut vous fournir, quelles ressources sont mises à votre disposition pour soutenir la com de vos sections et votre com à vous. Donc, on a pas mal de ressources. On les a toutes centralisées sur l'intranet. Donc, on a notamment la charte de la communication des Verts dont je vous parlais, qui est en cours de refonte. On a le guide communication des sections. Donc ça, c'est un guide que j'ai écrit, que je mets à jour régulièrement, qui fait pour l'instant une 30aine de pages, mais qui résume un peu ce que je vous dis ce soir aussi, ou qui développe même ce que je vous dis ce soir. Il y a un outil qu'on verra aussi plus tard pour générer des visuels verts qui va vraiment vous aider pendant la campagne si vous devez créer des visuels. J'ai créé des templates Canva pour les personnes qui utilisent Canva pour créer des visuels aussi dans la charte graphique des Verts. On a le wiki des Verts suisses qui est une mine d'or, mais peu de gens le connaissent. Ça, je vous conseille vraiment d'aller aussi. Il y a un lien depuis l'intranet. Là-dessus, il y a plein d'articles sur la communication en tant que Vert, mais aussi sur plein d'autres sujets, sur les initiatives. Donc, il est trop bien caché, mais je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il y a aussi la charte graphique des Verts. Vous savez, enfin, comme toute entreprise, les Verts ont aussi leur charte avec les couleurs à utiliser, quel style utiliser. Donc, c'est vraiment des indications. J'avoue que je suis le premier à prendre un peu de liberté avec ça aussi. Mais le but, c'est vraiment de créer une cohérence, puis qu'on voit, et quand vous communiquez au nom des Verts, c'est les Verts. Ça se voit tout de suite. Et finalement, sur l'intranet, on a aussi la police de caractère officielle. Comme vous le voyez, typiquement dans le titre soutien à la communication, c'est la police des Verts. Donc, ça permet d'être reconnu. Et donc, tout ça, c'est sur intranet. Donc, voilà l'adresse. Il y a aussi un lien direct depuis le site principal des Verts et des Verts Vaudois. Et puis évidemment, comme d'hab, pour toute question, si vous avez un doute, besoin de conseils, de validation, des fois on m'envoie des
communiqué de presse à valider, on est à votre disposition aussi. N'hésitez pas à nous écrire. Et petit rappel, il n'y a aucune question bête, donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on peut vous fournir en com? Besoin de précision? Alors, pardon, j'arrive pas à suivre le chat en même temps. Alors, le lien sur le wiki, c'est, je crois que c'est wiki.greenway.ch, mais il est aussi depuis l'intranet. Et puis, ah ouais, je suis pas le seul à m'être fait virer de Facebook. Alors pour l'anecdote, je pense qu'on s'est fait virer de Facebook avec les Verts pour, je pense que beaucoup de gens ont signalé nos posts. Je pense des gens qui partageaient pas nos idées ont signalé nos posts sans arrêt, puis au bout d'un moment, Meta en a eu marre, donc ils ont bloqué la page. Après, ils nous ont dit qu'on avait usurpé une autre page qui s'appelle les Verts Suisses. Donc voilà, c'était très compliqué cette phase avec Meta. C'est vraiment des téléphones, même le dimanche, avec le siège de Meta, ils veulent rien savoir. Ils passent la balle. Donc, des fois, il vaut mieux lâcher. Puis c'est un signe qu'il faut plus mettre trop d'efforts avec Meta. Carousel pédagogique. Valérie, ta question, tu veux savoir ce que c'est le carousel pédagogique? Alors, je t'entends pas, mais je pense, ouais, alors carousel pédagogique, j'entendais un carousel qui contient des infos, un carousel informatif, par exemple, expliquer ce que c'est une initiative ou quelque chose comme ça. Donc vraiment du contenu avec une plus-value. Une des questions qui est revenue régulièrement, c'était comment est-ce qu'on peut être visible sans payer? Alors malheureusement, j'ai pas la formule magique pour ça, mais comment être le plus vu possible quand on part de zéro? Je pense que ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est vraiment avoir des messages percutants, un seul message par poste, un message en appel à l'action. Il faut une accroche forte quand vous faites un post. Le but, c'est vraiment de susciter l'intérêt. Les gens maintenant sur les réseaux sociaux et dans la vie en général, ils ont une fenêtre d'attention de quelques secondes. Donc, si dans ces quelques secondes, vous n'arrivez pas à vraiment susciter l'intérêt, c'est fini. Enfin, votre contenu, personne ne le verra. C'est bien de varier les formats, d'utiliser plusieurs formats. On revient là-dessus, mais informatifs comme les carousels, les reels, les shorts. Donc, varier un peu, montrer que vous faites plusieurs supports. Il y a une question de récurrence qui est important sur les réseaux, c'est d'être régulier. C'est pas forcément de faire tous les jours, mais c'est d'être régulier. Si vous fixez 3 à 5 publications par semaine, plus quelques stories, c'est déjà bien. Il y avait une question? Oui, Claudia. Excuse-moi, je veux pas monopoliser je pose pas mal de questions. Ça fait court, pas de souci. Je peux y aller? Oui, ouais. Je voulais juste ton avis sur les publications sur LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel et moi je vois pas vraiment beaucoup de gens qui font la campagne politique. Toi, qu'est-ce que tu penses personnellement? C'est bien de se mettre ou pas sur LinkedIn? Parce que c'est plus professionnel, c'est vrai, mais après, c'est pas forcément un réseau pour la politique. Je pense qu'on en voit de plus en plus. Alors là, surtout en période de campagne. Alors, j'avoue que je sais pas pourquoi LinkedIn me montre surtout des posts de PLR, mais eux le font assez bien. Moi, comme je dis toujours, oui, LinkedIn, c'est un réseau professionnel, mais au final, c'est des humains qui sont là-bas. Enfin, l'humain, le soir, quand il rentre chez lui, il est plus forcément directeur d'une entreprise, il est juste sur son canapé en train de regarder LinkedIn. Donc, c'est aussi un moyen de l'atteindre, cette personne. Oui, ça m'intéressait ton avis personnel à toi. Ouais. Alors moi, je trouve que en tant que candidat, je mettrais, si j'étais candidat dans une commune politisée, j'en parlerais sur LinkedIn, ouais. Alors, je ne ferais pas que ça, peut-être pas trop souvent, mais peut-être j'axerais peut-être justement sur du contenu un peu plus profond. Quels sont mes engagements? Qu'est-ce que je propose pour ma commune? Donc oui, je pense que pour ça, c'est assez important. Mais justement, là, je ne ferais pas du snacking content, je ferais vraiment du vrai contenu plus fouillé. Oui. Ok, merci.
Il y avait une autre question? Pardon, j'ai pas fini cette slide en fait. Oui, donc comment être visible sans budget, c'est toujours la grande question. Donc comme je disais, c'est la régularité qui compte aussi. Ça sert à rien de faire 10 posts et tout à coup vous en faites plus pendant 3 semaines. Au contraire, les gens et l'algorithme n'aimeront pas. Donc il y a forte chance que vous reprenez après une coupure, vous repartirez de zéro quasiment. Donc vaut mieux publier moins souvent mais régulièrement quand même que de tout miser sur une campagne puis de plus rien faire après. Je vois souvent des sections, pas forcément des sections, mais même dans d'autres parties ils ont vraiment leur compte Instagram qui est actif que pendant les campagnes. Bah ça, voilà, c'est compliqué. Parce que rien que le temps de relancer après la campagne, elle est déjà bien avancée. Donc, je trouve c'est vraiment d'essayer de garder un peu un rythme de croisière, quitte à augmenter pendant les campagnes, ça c'est sûr, mais quand même garder une régularité. Ce qui marche bien aussi pour décoller assez vite, c'est l'ancrage local. Donc, les gens, ils s'associent, enfin, ils s'identifient beaucoup à ce qu'ils connaissent. Ça peut être des lieux connus, des visages connus, des assos qu'ils connaissent. Donc, essayez un maximum de mettre des vrais exemples dans vos communes, des photos dans vos communes et pas des photos génériques de base de données. Donc, les gens, ils s'identifient tout de suite beaucoup plus. Donc, ça va plus attirer le regard. Répondez bien aux commentaires, relayez aussi d'autres personnes, d'autres posts. Ça peut être des stories où vous partagez des posts. Remerciez les gens qui prennent le temps de commenter. Ça, c'est hyper important. Autant l'algorithme que les gens aiment bien. Et le but, c'est que les gens ils se sentent un peu bienvenus sur votre page puis qu'ils reviennent. Et en général, quand vous répondez, quand la personne a commenté, elle verra plus vos posts. Donc, ça vous fera aussi un engagement plus élevé sur vos prochains posts normalement. Ou en tout cas, une visibilité plus élevée. N'hésitez pas à taguer aussi d'autres sections, les élus qui apparaissent dans le post, des associations en lien avec la thématique sur laquelle vous communiquez. Donc voilà, n'hésitez pas à toujours ajouter des gens à vos publications, ça permet de les remonter aussi un peu. Donc ouais, comme je disais, malheureusement, j'ai pas de recette magique pour vous dire la marche à suivre de comment être populaire sans budget. Mais voilà, c'est vraiment une somme de bonnes petites pratiques. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ah oui, pour l'intranet, oui, il y a un identifiant mot de passe avec votre compte vert. Si vous utilisez déjà un compte, c'est le même pour vous connecter au wiki, à CD Grunet. Si vous n'avez pas de compte vert, vous pouvez cliquer sur enregistrement sur la fenêtre de login et vous pourrez créer votre compte, si jamais. Et Caroline qui dit oui, c'est pertinent aussi de s'annoncer comme candidat si notre réseau professionnel rejoint les valeurs vertes. C'est ça. Alors, c'est à double tranchant quand on communique sur nos valeurs dans un milieu professionnel, il y a des gens qui seront d'accord, puis des gens qui ne seront pas d'accord. Mais comme partout. Mais c'est sûr que c'est un petit risque aussi. Certaines personnes ne veulent pas mélanger politique et monde pro, ce que je comprends tout à fait. Donc, c'est vraiment selon votre feeling et vos objectifs et vos valeurs. Des questions qui sont souvent revenues, c'est je dois poster quand, à quel rythme, à quelle heure, quel jour. Alors jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment important de respecter ça. Il y avait vraiment, on voyait les gens étaient sur Instagram, par exemple, à telle ou telle heure, tel ou tel jour. Maintenant, c'est quand même en train de disparaître et les gens, ils sont un peu tout le temps connectés. Il y a quand même des fois où il faut éviter de poster en pleine journée le week-end quand il fait beau et puis qu'il y a de la neige. On voit quand même les gens, ils sont plus au ski que sur Instagram. Donc éviter de poster en pleine journée, privilégier peut-être la fin de journée. C'est ce que je fais de base. Moi, en général, mes créneaux pour poster, c'est 11h45, juste avant midi. Je me dis, les gens, ils auront leur pause au boulot et puis en faisant la file pour aller chercher à manger, ils vont scroller puis ils vont voir nos posts. Ou après le boulot, fin d'après-midi, vers 17h. Un bon créneau, c'est entre 17 et 20h. Moi, je trouve que ça marche assez bien. Ce qu'il faut, je vous conseille, c'est de tester. Faites vos expériences, regardez ce qui marche moins bien. Il n'y a pas non plus de science exacte, mais essayez peut-être de tenir quand même un peu une régularité, de poster un peu toujours aux mêmes heures. Vous pouvez planifier vos posts aussi. C'est vrai que des fois, c'est une charge mentale de prévoir des posts, je suis bien d'accord. Des fois, de faire un post, il faut se mettre dedans, il faut le préparer, il faut le poster. Des fois, de se dire, je prends 2 heures et je crée des posts et je les planifie.
Donc, pour planifier, vous avez les outils dans les réseaux sociaux qui sont intégrés avec la business suite de Meta ou dans LinkedIn. Donc, des fois, c'est plus simple de se dire, je me fixe 2 heures, je crée 4-5 posts, je les prévois et après, j'y pense plus. Ça enlève vraiment une charge mentale. On parlait de vélocité dans le glossaire. Alors, la vélocité, c'est vraiment ça qui fixe le succès qu'un post aura. Comme je disais, si vous faites un post et qu'en 1 heure, il a aucun like, aucun commentaire, bah, le réseau, l'algorithme, il va le mettre de côté puis se dira, bon, c'est pas intéressant. Donc, visez vraiment un engagement rapide dès que vous le mettez en ligne. Pour ça, il y a aussi des petites astuces. Vous pouvez écrire un message sur le WhatsApp ou sur le canal de votre section pour dire, ah voilà, on a mis un post, n'hésitez pas à aller liker, commenter. Essayez peut-être juste de ne pas faire ça toujours avec les mêmes personnes, parce que les algorithmes, maintenant, ils sont faits pour détecter ça. Et si c'est toujours les 2-3 mêmes personnes qui likent un post dès qu'il sort, ils vont se dire, oulala, ils essayent un peu de tricher et on va les pénaliser. Donc, essayez de varier un peu les gens qui likent et que ce ne soit pas toujours les mêmes. Un petit conseil que je vous donne aussi, c'est de créer un calendrier éditorial. Des fois, c'est plus simple, surtout en période de campagne, de vraiment prendre un calendrier puis se dire, bah, ce jour-là, on poste ça, ce jour-là, on poste ça. Et ça vous permet d'avoir visuellement aussi une vue d'ensemble de quand est-ce qu'il y a moins de posts, quand c'est qu'on peut placer d'autres posts pour remplacer. Donc voilà, ça vous fait aussi, ça vous décharge un petit peu aussi l'esprit. Un simple calendrier ou même un fichier Excel suffisent. Mais c'est vraiment une bonne méthode pour y voir plus clair. Surtout quand, voilà, ces temps, on poste des portraits de candidats, des extraits de programmes, il y a beaucoup. Donc ça peut aider. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai répondu un peu à vos questions par rapport à la fréquence, à la planification. Ça a l'air d'être le cas. Alors, les types de contenu et l'engagement. Quel contenu marche le mieux à court terme? Est-ce que c'est des stories, reels ou posts? À quoi servent les short reels par rapport à une publication classique? Avant tout, ouais, déjà, juste encore un petit rappel, les carousels, en fait, c'est des contenus éducatifs. Donc, un carousel, c'est sur Instagram, vous avez sûrement déjà vu un post qui a plusieurs slides un peu. Vous pouvez vraiment swiper, enfin, passer d'une slide à l'autre. C'est ce que je fais beaucoup pour les Verts vaudois au Grand Conseil, par exemple. Donc, c'est souvent des contenus un peu plus fouillés, un peu plus éducatifs. Ça peut être quels sont les enjeux de la nouvelle loi sur l'énergie, c'est quoi un fonds climat, des choses comme ça. On a les Reels et les Shorts. Donc ça, c'est aussi un peu snacking content, comme vous avez portée rapide. Ça dure idéalement entre 15 et 30 secondes. Il y a une idée, des grands sous-titres. C'est vraiment le snacking content par excellence. On a aussi les posts un peu classiques, une image, un texte. Souvent, c'est peut-être un peu plus les posts officiels, une annonce, un communiqué sans slide. Donc, au contraire d'un carrousel, quand on présente un candidat avec sa photo de campagne. Donc voilà, c'est des posts un peu plus classiques, mais il en faut aussi. On a aussi les stories. Les stories, comme je disais, c'est plus des coulisses, des sondages. On peut relayer des posts. On peut rappeler des délais. Il y a des boîtes à questions. Ça, c'est intéressant. Dans les stories, on peut faire des sondages et des boîtes à questions. Vous posez une question, puis les gens répondent vraiment et vous recevez les réponses dans vos mailbox, enfin, dans vos messageries, pardon. Donc, ça permet des fois de faire des concours, des sondages. C'est assez intéressant. Ce qu'on conseille vivement, c'est vraiment de mixer les types de posts, de ne pas utiliser toujours le même format. Par exemple, sur une semaine, vous pourriez vous dire, bon, alors on fait un carrousel, ça peut être un carrousel sur un objet qu'on a déposé au conseil communal. On va essayer de faire un reel, ça peut être un élu ou une élue qui explique quelque chose face caméra. Et puis un post photo texte, un peu plus classique pour expliquer, je sais pas, un axe du programme par exemple. Et puis quelques stories pour compléter. Donc ça peut paraître beaucoup, hein, ça, je vous cache pas, quand on n'a pas l'habitude, c'est quand même du boulot. Donc essayez aussi peut-être de répartir la charge, que ce soit pas toujours la même personne qui fasse. Et puis voilà. Vous pourriez vous dire, une personne est responsable un peu de faire des stories de coulisses d'une séance de préparation du conseil, par exemple. Voilà ce que font les Verts en séance de préparation. Ouais, j'avais précisé la différence entre short et story parce que c'était une question qu'il y a eu à l'inscription. Donc les shorts, c'est sur YouTube, quand vous postez une vidéo qui fait moins d'1 minute et demie, il la met en short. Donc c'est vraiment, il la présente différemment, puis c'est vraiment fait pour consommer rapidement. Mais le short, il reste toujours. Alors que la story, elle est éphémère, elle disparaît après
24 heures typiquement sur Instagram. Et puis, sauf erreur, sur YouTube, elle reste 7 jours, si ça n'a pas changé. Mais encore une fois, on a moins de stratégie YouTube, donc je suis moins connaisseur là-dessus. Donc, je dirais pas qu'il y a un contenu qui marche mieux que d'autres à court terme. C'est connu que les vidéos, donc les Reels, marchent quand même bien ces temps. Ça dépend vraiment de l'humeur de l'algorithme. Quand il y a un nouveau type de post qui sort, je vous conseille de l'utiliser parce qu'ils les mettent en avant au début. Typiquement, quand les carousels sont sortis, si on faisait un carousel, notre post était vu 5 fois plus. Donc, n'hésitez pas aussi à tester les nouveautés des réseaux parce qu'ils aiment bien que les gens testent et puis ils les favorisent. Sébastien, je t'écoute. Ouais, c'était juste pour comprendre la différence entre carousel et post image texte. Si on fait 3 images sur Instagram, par exemple, un post avec 3 images, ou une fois une photo de candidat, une fois voter la liste X, et puis une fois les candidats municipaux, ça s'appelle un carousel? Ou bien un Oui, carousel, c'est alors quelque chose attends. qui est dynamique, enfin, Alors, qui est automatique, quoi, je me demandais. je vous montre un exemple parce qu'il y a plusieurs questions là-dessus. Vous voyez bien l'écran de mon Oui, téléphone. oui. Alors, je pense un carousel, c'est ça, typiquement. C'est vraiment un post qui a plusieurs, j'appelle ça des slides, mais je pense que c'est comme ça qu'on appelle. C'est vraiment, vous pouvez en mettre jusqu'à 20. Et Donc là, donc, vous tu as mis avez. une flèche. En fait, tu as mis une Alors, flèche en bas pour oui, montrer qu'il y a la suite. moi j'ai mis une flèche à la main pour que les gens, effectivement, enfin, c'est moi qui l'ai vraiment mise dans le visuel. Vous n'êtes pas obligé parce qu'en fait, vous voyez les petits points sous le Ouais, post, ouais. Et ça en montre haut qu'il y a aussi, c'est plusieurs. écrit 1 sur 5, 2 Exactement, sur 5 5. sur Ouais, 5. ouais. Mais je trouve que la petite flèche, voilà, c'est un mini call to action aussi dans le post de dire qu'il y a encore une page. Puis sur la dernière, je ne la mets pas. D'accord. Merci. Donc ça, on peut en mettre jusqu'à 20. Et le post juste photo auquel je pensais, c'est typiquement c'est ça. Où là, on a juste une photo en vrai, on n'a pas d'autres slides. Je peux pas. Une photo, un texte. Donc voilà, donner un coup de main aux militants qui battent le pavé. Donc voilà, pour moi, ça c'est texte plus photo. Donc un post standard. Est-ce que c'est toujours important de mettre un texte sous chaque publication? Ou bien est-ce qu'on peut publier, est-ce que ça se fait aussi de publier juste le carrousel, juste une photo? Non, il faut toujours mettre un petit texte. Alors maintenant, les réseaux sociaux fonctionnent pas mal comme le référencement sur Google. Il faut mettre des termes stratégiques. Typiquement, si je parle de renaturation d'un cours d'eau, j'ai vraiment intérêt à mettre le terme renaturation de cours d'eau parce qu'il y a vraiment un référencement. Et depuis quelques semaines, mois, vos posts peuvent aussi être indexés sur Google, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, si sur Google je cherche renaturation cours d'eau, il y a des chances que je tombe aussi sur votre post. Donc, ça peut augmenter bien la visibilité. Il faut aussi penser, mine de rien, aux personnes qui ont des difficultés de vision, qui ont des aides à la lecture. Des fois, il y a des logiciels qui lisent. Il faut aussi penser à eux en se disant que le texte est souvent plus facile à lire qu'un visuel. Mais voilà, des fois, je ne sais pas si j'ai un exemple là, mais des fois, c'est juste. Non, c'est pas un exemple. Des fois, c'est une ou deux phrases pour résumer ce qu'il y a sur les slides, par exemple. Il n'y a pas besoin que ce soit une copie du communiqué. Mais quand même, ouais, mettre quelques phrases pour expliquer, ouais, c'est quand même bien. Raphaël, Merci beaucoup. moi, je voulais savoir tes carousels. Moi, je les reposte assez souvent, Oui. mais ils repostent seulement le lien. Je ne peux pas reposter tout ce que tu as fait. En fait, quand tu repostes, ça affiche le post dans le feed, donc dans ce que les gens qui te suivent voient. Ça le met pas sur ton profil, mais ça le met en fait dans le feed des gens. Je sais pas si tu vois ce que. Non, j'ai pas compris, excuse-moi. Parce qu'à moi, il me reposte seulement la première image et puis le reste, il faut aller sur le site officiel pour voir la suite du carrousel. Il me reposte pas tout le carrousel, seulement la Ok. première image et puis il faut aller sur le lien pour voir le post original. Ok, alors j'ai S'il y avait quelque chose, qu'on pouvait reprendre tout le carrousel et le republier. En fait, ouais, normalement, ça prend ton post puis ça le met simplement dans. Ça le montre en fait aux gens qui te suivent, toi. Enfin, potentiellement, parce que c'est pas une science exacte. Donc c'est étrange. Mais comme ça, je peux pas. Attends, je vois.
Alors, dans ce que moi j'ai reposté, si j'ai reposté un carousel récemment ou pas. Euh, Ouais, comme ça, je vois pas. Mais je vais investiguer, puis si jamais je te demanderai en direct si tu as un exemple ou comme ça. Ah, volontiers, parce que c'est pratique de reprendre les posts que tu fais, ils sont déjà bien faits. Ce serait pas mal de pouvoir les reposter aussi sur le site, des Sur... sections locales. Ah, tu dis reposter sur un site web. Non, non, ben, toi, tu publies sur Vert Vaudois. Moi, je reprends ton post et je le mets sur la section d'Aigle. Ouais, mais sur Le Instagram, carrousel. tu utilises Oui, le bouton. oui, la Ok, flèche là, la, ça, en bas, plus en bas. euh, ça. Voilà, tu Ah, fais alors ça. ça, c'est pour partager, c'est pour envoyer directement ou le mettre en story. Ah, tu dis en Et story, moi, alors je le pardon. partage comme ça. Moi, je le partage comme Ok. ça. Oui, alors en story, c'est normal. En fait, dans une story, tu peux pas. Enfin, ça te montre le post. Je sais pas si j'en ai, je crois que j'en ai pas fait aujourd'hui. Non. Mais effectivement, quand tu partages un post en story, tu vois l'affichage du post, donc la première slide, mais tu dois effectivement cliquer pour ouvrir le post. Il Ouais. y a pas une on peut pas reposter Non, 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 OK. ça c'est C'est le juste réseau qui a fait comme ça. Ouais. oui, OK. Ouais. Au contraire des reels, si tu partages un reel en story, il se joue dans la story en fait. Ouais, Mais le OK. carousel, tu dois ouvrir le post, ouais. Donc OK. c'est pas toi qui fais faux, c'est Instagram qui est comme ça. Ou non, je pensais qu'on pouvait détourner le Non, malheureusement pas. OK, merci. Merci à toi. Donc, est-ce que quelqu'un a encore des questions par rapport au type de contenu? Donc, pour résumer, je vous suggère de varier et de faire vos propres tests. Après, il y a des types de contenus qui prennent plus de temps, ça c'est clair. Mais voilà, avec l'habitude, après, on fait plus vite. Alors, au niveau de la rédaction des textes, est-ce qu'il y a des longueurs standards, des hashtags à mettre, des liens, des choses comme ça? Alors, encore une fois, je suis désolé, je dis souvent ça, mais il n'y a pas de recette unique, de recette magique. Ce qui compte, c'est vraiment le message et l'impact. C'est aussi un peu l'humeur de l'algorithme, on va pas se le cacher. Mais il existe quand même un peu des recommandations de base par réseau. Donc sur Facebook, vous pouvez aller jusqu'à, on dit 400, enfin le sweet spot, enfin, l'idéal c'est entre 400 et 800 caractères en 1 à 3 paragraphes assez courts. Un lien max vers l'inscription de l'article. Les liens, évitez maintenant de les mettre dans le corps du post, on les met souvent en commentaire, parce qu'il a tendance à pénaliser les posts qui contiennent des liens, parce qu'ils voient ça comme une menace que les gens ils quittent le réseau. Donc voilà, des fois ils baissent le reach des posts qui ont un lien. Sur Instagram, euh, alors sur Instagram, normalement maintenant les hashtags ils ont plus d'utilité. Enfin, vous augmentez pas votre visibilité avec les hashtags, ça fait plus rien. Les hashtags ils vous permettent de classifier votre contenu, par exemple. Typiquement, moi, sur les posts pour les élections communales, je mets hashtag EC 2026. Ça me permet de retrouver tous les posts élections communales. Mais c'est plus les hashtags qui vous donnent de la visibilité. Justement, maintenant, on privilégie vraiment les mots-clés dans le texte, donc le vrai texte avec des termes stratégiques. LinkedIn, au niveau longueur, on conseille 1200 à 2000 signes, ce qui est beaucoup, hein, mais des posts courts peuvent aussi fonctionner. Encore une fois, c'est vraiment ce que vous mettez dedans, le message principal que vous avez. Donc, j'ai déjà vu des posts LinkedIn de 2000 caractères qui cartonnaient, et puis des posts de 3 lignes qui cartonnent aussi. Ça dépend aussi de votre visuel. Encore une fois, je conseille toujours de taguer des gens, votre section, des partenaires, et de mettre le lieu. Typiquement sur les posts du Grand Conseil, je mets toujours le lieu, salle du Grand Conseil vaudois. Voilà, ça permet aussi d'être un peu plus d'avoir un peu plus de visibilité si les gens affichent tous les posts qui ont été faits dans un lieu. Et puis toujours un appel à l'action, donc une seule action claire, c'est s'inscrire, partager, venez, voter. Mais demandez pas trop aux gens en un seul post parce qu'ils vont être perdus puis ils vont rien faire. Donc c'est toujours un message, un call to action. Donc mon conseil c'est de varier les longueurs, expérimenter aussi. Prenez-vous pas trop la tête avec les longueurs. Voilà, gardez à l'esprit que ce qui compte, c'est vraiment l'impact et le message, c'est vraiment pas la longueur. Vaut mieux un truc un peu plus long, mais qui contient des messages intéressants auxquels les gens vont réagir. C'est ça qui compte finalement.
c'est de susciter des réactions et de l'engagement. Le hashtag, oui, hashtag, c'est les dièses, donc c'est vraiment les mots dièses. Et puis les tags, c'est quand vous mentionnez quelqu'un avec le @. Donc si je mets @Hervé, je vais pouvoir cliquer sur ton nom et puis te mentionner. Puis ce sera cliquable sur ton profil. Donc ça, les réseaux aiment bien aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur la rédaction, la longueur, les hashtags, les liens? Parfait. Alors, la question qui revient souvent aussi, c'est la question de la modération. Qu'est-ce qu'on fait contre l'agressivité? Quand il y a des haters, c'est vraiment des gens qui viennent nous critiquer, des trolls, c'est des gens qui nous provoquent, des clichés contre le parti. Alors, c'est sûr qu'en tant que vert, on en reçoit beaucoup, déjà en politique en général, mais surtout en tant qu'écologiste. De manière générale, moi, je dis toujours, répondez pas, on nourrit pas le troll, c'est la phrase classique sur le net. Quoi qu'on fasse, vous aurez sûrement des gens qui vont venir commenter des choses qui n'ont rien à voir. Vous êtes des Khmer verts. De toute façon, vous avez accepté le budget 2026 de l'État, donc on vous fait plus confiance. Voilà. Le problème, c'est que si vous répondez, vous leur donnez de la visibilité, donc ça va les faire remonter. Donc j'ai tendance à dire, ignorez-les, répondez pas. Et puis souvent, en fait, personne ne réagit, puis ils se nourrissent tout seuls, entre guillemets. Donc, il faut distinguer les commentaires qui sont désagréables, mais pas illégaux. Donc voilà, les gens qui nous critiquent, qui sont pas d'accord, ignorez-les. Sur certains réseaux, vous pouvez masquer le commentaire, donc les gens recevront pas de notif, mais ils seront moins visibles dedans. Évitez de supprimer, parce que supprimer, c'est vraiment vu comme une attaque contre la liberté d'expression. Donc, à moins que ce soit illégal ou diffamatoire ou insultant, évitez de supprimer. Oui, Élise. Ouais, moi je voulais faire un retour aussi par rapport à ça. Nous, on a une vidéo donc chez les Verts à la Tour de Paix et puis on a une candidate à la Muni qui a fait une vidéo sur les haies de Tuya et c'est parti ouais. en gros troll. On a eu genre 44 000 vues. Donc bon, alors ça a boosté notre page sur Facebook, mais il y a eu beaucoup de trolls et après des fois il y avait des commentaires qui étaient assez insultants. Ok. Qu'on a fini du coup par supprimer. Puis maintenant, on a bloqué la section commentaires parce qu'on était en train d'exploser le nombre de commentaires. Enfin, c'était vraiment le gros buzz. Donc voilà, je voulais vous faire un peu ce retour. On a eu aussi un autre post où c'était parti en vrille dans les commentaires et les gens s'insultaient entre eux. C'était vraiment grave, hein. Et du coup, on a supprimé les commentaires qui étaient trop insultants. Voilà. Et puis voilà, je voulais juste vous faire ce retour d'expérience parce que ça arrive, quoi. Ouais, merci pour le retour. Ouais, c'est sûr que ça prend de l'énergie. Quand on a un poste qui décolle, ça peut vite être hyper anxiogène d'avoir toutes ces notifs, puis de voir des messages pas super sympas, quoi, c'est clair. Et puis ouais, des fois, ça peut partir de rien, mais peut-être qu'avec les haies de Tuya, il y a des propriétaires qui en ont, qui se sont sentis, je sais pas, insultés, comme quand on dit qu'on veut plus de chauffage fossile. Enfin, donc ouais, des fois, c'est des petites choses qui font assez vite partir. Donc oui, dès que c'est insultant, diffamatoire, malhonnête, on supprime, quoi. Mais à mon avis, il faut qu'il y ait quand même ce pas qui soit franchi. Et n'hésitez pas à prendre des screenshots avant de supprimer ou de signaler au réseau. On ne sait jamais. Des fois, il y a des choses qui sont quand même pénales, hein, donc n'hésitez pas à prendre des screenshots. Et puis, des fois, si ça justifie, aller jusqu'au dépôt de plainte, parce que finalement, il n'y a pas de raison. Mais voilà, c'est quand même un processus qui prend du temps, de l'énergie, et puis on a d'autres choses à faire, surtout quand on est en campagne. Donc, n'hésitez pas aussi à demander du soutien au secrétariat. Voilà, on est aussi là pour ça. Claudia? Non, mais c'était justement ça, l'agressivité qu'il y a sur les réseaux, ça fait un peu peur, hein, j'avoue, hein. Après, moi, je signale personnellement, mais ça sert à rien. Non. Meta, à chaque fois, il te répond: «Non, non, tout va bien». Alors, je sais pas, mais il y a pas des algorithmes qui pourraient bloquer les haters, les trolls, même nous, si on signale, ça se passe rien, puis aller jusqu'à une plainte, ça va trop loin parce que ça prend du temps, de l'énergie et tout ça. Il y a pas une autre Oui. façon de se protéger, je sais pas.
Bloquer, moi j'efface aussi et j'avoue que des fois j'efface les messages parce que je m'en fous, la liberté d'expression, c'est pas la liberté d'insulte, de toute façon. Donc j'avoue que moi des fois je supprime des commentaires, hein. Mais, je sais pas, signaler à Meta, ça sert à rien donc qu'est-ce qu'on pourrait faire Mmh. d'autre, hein, à la place de déposer une plainte? Alors je pense la plainte, ouais, alors je disais, c'est quand c'est vraiment extrême et puis qu'on Mmh. vous attaque personnellement, ouais, ça c'est sûr. Après, ouais, effectivement, Meta, ils ont remplacé avant, ils avaient vraiment des équipes de modération. Là, depuis quelques temps, ils ont remplacé ça par, c'est aussi des algorithmes et Mmh. un truc communautaire et effectivement, depuis, on voit que quasi systématiquement, quand on signale quelque chose, à moins qu'il y ait vraiment une insulte et encore, ça fait plus d'effet, quoi. Donc malheureusement, ouais, il y a pas non plus de solution, miracle. Donc c'est plutôt Signaler, si on c'est peut tout. masquer, quoi. Signaler, OK. Ouais. Ouais. Mais voilà, je me dis si plusieurs personnes signalent, il y a des chances que ça marche. Mais effectivement, pour ça, on n'a pas de solution, Oui, mais absolue. depuis qu'ils ont mis les algorithmes, avant, il y avait des personnes, mais là, avec Ouais, les algorithmes, c'est il ouais, y a pas de logique, en fait, non. C'est d'ailleurs une des grosses polémiques par rapport à Meta, ouais, Mmh. clairement. Donc voilà, mais je sais que ça voilà, ça prend de l'énergie quand on est aussi visé directement ou quand quelqu'un de notre section est visé, donc c'est n'hésitez pas à demander aussi du soutien. Des Non, fois, mais c'est ça fait aussi un peu peur parce que c'est un peu la rage, dans la société. On voit qu'il y a cette rage, cette agressivité et ça fait un peu peur, hein, franchement. oui. Alors moi, ce que j'essaie de garder en tête, parce qu'un de mes jobs, c'est quand même de voir des messages comme ça tous les jours, hein, au niveau cantonal. Mais je me dis, voilà, c'est une minorité bruyante Mmh. et c'est une petite partie de gens frustrés qui sont comme ça, mais faut pas en faire une généralité puis se dire que ça représente la société parce que je pense que c'est pas le cas. Non, non, mais c'est vrai que, dernièrement, il y en a beaucoup plus. À l'époque, il y en avait pas autant. Depuis qu'ils ont mis les algorithmes, ça a explosé. Il y en a Oui. partout et il faudrait résoudre ce problème aussi. Mmh. Je suis d'accord, ouais. Mmh. OK, Et merci. est-ce qu'il y a, des questions par rapport à la modération, l'agressivité et cetera? Je vous propose juste, 5 minutes de pause si ça vous dérange pas. On reprend à 20:00, 20:12 si ça vous va et navré pour cette petite interruption. À tout à l'heure. Je laisse tourner, hein, je cache juste ma caméra mais on laisse le la session ouverte. OK, à toutes. Merci.
Voilà, on va gentiment reprendre si c'est OK pour tout le monde. Alors, est-ce que quelqu'un a encore des questions par rapport à la modération, à l'agressivité de certaines personnes? Non? Alors, une question qui est aussi souvent revenue, c'est qui je dois suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce que je dois suivre tous les gens qui me suivent? Enfin voilà, quelle stratégie je dois adopter pour les suivis? Donc, de manière générale, encore une fois, c'est vous qui décidez. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre quiconque, mais de préférence, si vous suivez les gens en retour, essayez de privilégier les comptes qui sont dans votre cible ou dans la cible des verts, et puis dans notre cercle, entre guillemets. Ça peut être en section, bah, vous devriez plutôt suivre aussi vos membres, vous devriez suivre les élus, les associations comme le WWF, Pro Natura, Objectif Climat, etc., les médias. Donc, les personnes que vous suivez, les comptes que vous suivez, ils n'ont pas vraiment d'impact sur votre visibilité. C'est pas ça qui va faire que vous aurez plus de followers en général. Mais plus vous suivez de monde, plus vous augmentez les chances que les gens ils vous suivent en retour. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à suivre passablement de compte. Il y a une chose qui se faisait un temps, c'est du follow-unfollow. Comme on dit, c'est vous commencez à suivre plein de monde, et puis si vous ne suivez pas en retour après 2-3 jours, vous arrêtez de les suivre. Bon, ça, les algorithmes, ils n'aiment pas du tout. Donc ça, ils vont vite vous repérer et vous pénaliser. Donc, évitez de faire ça. Donc, si vous suivez des gens, il faut que ce soit voilà, enfin, pour une vraie raison. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à qui suivre? Oui, j'ai juste une question. Comment ils peuvent nous pénaliser? En montrant vos posts à moins de monde. En fait, D'accord. la grosse pénalité des réseaux, c'est simplement que vos posts ils deviennent quasi invisibles. Merci. De rien. Ensuite, qui mettre en collaboration des posts. Donc ça, on parle surtout d'Instagram qui a cette fonctionnalité maintenant de cross-post, comme on disait, donc de collaboration. En tant que compte Instagram d'une section locale, est-ce que je dois mettre ma section en collaboration de manière systématique si je communique en mon nom? Qui je devrais mettre en collab dans mes posts? Si je suis par exemple, si je fais le compte Instagram d'un groupe ou conseil communal, est-ce que je dois mettre ma section du district? Si je communique au nom de Renan, est-ce que je dois mettre en cross-post l'Ouest lausannois? Alors là, il n'y a pas de réponse non plus toute faite. Ma réponse, c'est que ça dépend de votre politique interne, ça dépend vraiment de votre section, du comité de votre section. Si vous partez du principe que c'est le cas, faites-le. Sinon, non. Ça dépend vraiment. Il faut juste se poser toujours la question, c'est est-ce que mon message, il s'adresse à tout le district, à toutes les personnes qui suivent ma section ou juste à ma ville, quoi. Donc, c'est surtout ça qui est déterminant. Si votre section accepte tous les postes de toutes les villes, j'ai peur qu'au bout d'un moment, ça désintéresse les gens qui suivent les autres villes. Donc, voilà, c'est vraiment une question de qui j'ai envie de toucher, encore une fois. Quand vous parlez d'un élu ou d'une élue, je vous conseille, si la personne est sur Instagram, de faire d'office une collaboration. C'est ce qu'on fait typiquement au Grand Conseil. Quand je fais une capsule vidéo avec un élu ou une élue, je la mets automatiquement en collaboration. Il faut savoir que la personne, elle est libre d'accepter ou non. Donc voilà, au pire, vous le faites et puis la personne n'accepte pas. Il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui veulent pas. Ça dépend aussi de leur stratégie de contenu à eux. Donc regardez avec les gens. C'est vraiment au cas par cas. Petite remarque, Instagram limite les co-auteurs à 5, donc vous ne pourrez pas taguer plus que 4 personnes. Donc choisissez bien les personnes que vous voulez mettre en collaboration. Voilà, pour le dire assez franchement, mettez les gens qui vous rapportent le plus au niveau visibilité. C'est sûr que c'est une personne qui a des milliers de followers, vaut mieux prendre cette personne-là qu'une qui en a quasi pas. Donc le but des cross-posts, voilà, de vous donner plus de visibilité en touchant les réseaux des autres. Tout bon pour les cross-posts?
Le fameux sujet des posts sponsorisés. Est-ce que oui ou non, je dois mettre de l'argent pour augmenter la visibilité de mes posts? Encore une fois, ça dépend de votre politique interne et de votre budget. Au point de vue com, c'est sûr, on va pas se mentir, le sponsoring, il augmente quand même vraiment bien la portée de votre contenu. Il permet aussi de cibler vos cibles, enfin de cibler vos publics, pardon. Si on se dit que j'aimerais viser, j'ai un sujet où j'aimerais viser les personnes de plus de 50 ans, eh ben, j'aurais vraiment un paramètre où je pourrais viser les personnes de plus de 50 ans. Donc, ça permet quand même de cibler assez précisément. Souvent, quelques francs permettent quand même de bien multiplier l'impact du contenu. Donc, du point de vue purement com, ça vaut la peine. Après, le coût, il a quand même passablement augmenté, l'efficacité a baissé un peu, donc il faut mettre plus d'argent pour le même résultat qu'il y a quelques temps. Et puis, ben, arrive de nouveau cette question éthique. Est-ce que j'ai envie de financer des entreprises comme Meta? Alors, du côté des Verts, on s'était aussi fait supprimer notre compte pub. Alors, je pourrais en recréer un, mais on l'a pas encore fait. Mais là, on n'a rien sponsorisé depuis les fédérales de 2023, du coup. On se pose la question, est-ce qu'on va le refaire peut-être pour d'autres campagnes plus spécifiques? C'est possible, mais ce sera vraiment bien choisi et vraiment au cas par cas. Donc, le but, c'est quand même d'éviter au maximum de donner de l'argent à Meta. Encore une fois, je vous conseille d'expérimenter. Si vous voulez sponsoriser des choses, essayez de le faire déjà avec des petits montants. Et puis, vous regardez, si après 2-3 jours, ça marche bien, vous pouvez rajouter un peu de budget dessus. Donc, voilà, expérimentez, faites vos propres expériences. Ça marche assez bien pour promouvoir des événements, par exemple. Quand on voit le prix d'une annonce dans le journal, on se dit si on met déjà rien que la moitié du montant sur les réseaux sociaux, on touche quand même passablement de monde. Mais voilà, après, c'est aussi une question de priorité, où est-ce qu'on veut mettre notre budget ou pas. Bon, je sais que c'est un sujet assez sensible. Je vois si quelqu'un a envie de réagir ou quelqu'un a une question là-dessus. Oui, moi j'avais une question. Il paraît que c'est difficile de faire de la pub sur Insta ou Facebook si c'est clairement affiché que c'est politique. En tout cas, nous, on a eu de la peine et Ouais. puis on a réussi à. Enfin, je crois que Vevey avait réussi à faire un post où on voyait pas clairement que c'était politique, mais ouais, il me semble qu'il y a aussi ce problème-là où je sais pas si tu peux nous en dire plus. Alors, c'est pas vraiment un problème. Alors oui, c'est parce qu'il y a une procédure à suivre. En fait, on doit vérifier l'identité. Vous devez envoyer un scan de carte d'identité de la personne responsable, sauf erreur. J'avoue que je l'ai fait, mais il y a des années. Donc, mais je sais qu'un de mes collègues a dû le faire à Morges. Et c'est une procédure à suivre. C'est faisable. Mais effectivement, pour les pubs politiques, c'est obligatoire. Et si vous le faites enfin, de toute façon, vos pubs seront bloquées, quoi. Donc, voilà. Ah, ok, d'accord. Mais une fois qu'on l'a fait, c'est bon. Une fois qu'on l'a fait, c'est bon, ouais. Mais effectivement, ça prend un peu de temps. Puis des fois, d'envoyer un scan de carte d'identité à Meta, c'est pas le plus agréable du monde, j'avoue. Oui. On le fait un peu en reculant, mais voilà. Mais effectivement, oui, bonne remarque. C'est plus compliqué de le faire au début, ouais. Alors, honnêtement, la raison, je sais pas, ils se cachent derrière le fait qu'ils veulent contrôler plus ce qui est politique, ce qui est pas forcément rassurant venant de Meta. Donc voilà. Caroline, ouais, tu as une précision à... Oui, pardon. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai un retour d'expérience par rapport à Yverdon sur les posts sponsorisés. On a eu une mauvaise surprise parce qu'on fait beaucoup de reels en collaboration avec le PS. Et en fait, on pensait que le PS pouvait sponsoriser l'intégralité de nos vidéos en cross-post. En fait, on avait convenu qu'on partageait le budget. Enfin, en gros, on a eu des soucis parce que nous, on ne pouvait pas sponsoriser des vidéos que le PS avait publiées. Donc en fait, bon à savoir que c'est la personne qui publie qui peut sponsoriser. Voilà, on ne peut pas sponsoriser une vidéo sur laquelle on est cross-posté. Ok, ouais, bonne remarque. C'est important ouais, quand on est en alliance. C'est-à-dire qu'il faut prévoir à l'avance qui va poster ou que ouais, chacun sponsorise ses propres vidéos. C'est-à-dire que chaque partie doit faire la procédure, même s'il fait des pubs que pour l'alliance. Ouais. Ouais, bonne remarque. Après, on peut aussi dire que c'est toujours le même parti qui poste. Parce que, enfin, personnellement, j'ai jamais vu de différence au niveau engagement si on est la personne, l'auteur initial ou des gens cross-postés. Donc, il n'y a pas forcément
de plus-value de poster soi-même ou de faire poster par quelqu'un. Donc, c'est vrai que se dire c'est toujours le même parti qui doit débourser l'argent, putain. Ouais, c'est bon à savoir. Merci. Mais la procédure était aussi longue pour pouvoir faire les pubs. Oui, alors moi j'ai un souci personnel, c'est que je m'étais déjà fait hacker mon compte Facebook il y a quelques mois. Du coup, j'ai un pseudonyme, et puis là, j'ai pas réussi à me faire identifier, comme tu disais, avec la carte d'identité, en fait. Ben voilà, j'ai un pseudonyme, donc il faut que je trouve une autre personne pour faire ce sponsoring. C'est assez problématique. Ouais. Ok. Mais une fois que c'est fait, après, c'est bon. Oui, je pense. Ouais. C'est en cours. Ok. Ouais. Donc, ouais, il faut s'y prendre assez à l'avance avec ça, un peu avant les campagnes. On se retrouve vite coincé. Ouais. Merci pour le retour d'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou retours d'expérience sur les posts sponsorisés? Oui, Claudia. En fait, c'est une question pour Caroline, ou pour toi. Excuse-moi, c'est cette question de comment tu vois quand tu as éclairé ton compte? Hein? Comment tu as vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Si je peux. Alors, je laisse Caroline répondre pour l'instant. Oui, alors c'est sur l'espace pub de Meta, enfin, depuis la page Facebook. Il y a différents onglets, puis il y a, sauf erreur, espace pub. Et je me suis engouffrée là-dedans pour, voilà, je me souviens plus exactement, mais c'est assez instinctif, ça s'appelle espace pub, et puis on peut, en fait, soit on passe depuis l'espace pub, soit on regarde chacune de nos publications, puis on peut cliquer sur booster, et puis depuis booster, on peut aussi arriver au même résultat. Mais j'avoue que je débute aussi un peu dans le domaine. Claudia, si j'ai bien compris ta question, c'est comment Non, tu... excuse-moi, peut-être j'ai pas bien. Non, comment elle a découvert qu'elle avait été éclairée, je sais pas Ok. comment, comment tu as découvert qu'il y a eu un éclairage sur ton compte? Ah, alors ça, c'est mes aventures personnelles de l'année dernière. Non, mais ça veut dire que tu Ouais, as une page qui s'affiche, qu'on te dit, ouais, mon compte a été suspendu. Je me suis fait hacker mon compte personnel à mon nom. Donc ça n'a rien à voir avec les pages. Et en fait, ce qui est embêtant, c'est quand on se fait hacker et qu'on gère des pages, bah, tout à coup, on peut plus gérer les pages. Ouais. Donc ça, c'est aussi un gros défaut de Meta, je trouve, et j'ai vraiment vu les limites avec cette expérience. Et on peut pas récupérer les données, Raphaël? Pas toujours. En fait, après 6 mois, ils m'ont indiqué que c'était que pendant 30 jours qu'on pouvait le faire. Donc, en fait, pendant 6 mois, ils m'ont dit qu'on pouvait pas le faire. Et après 6 mois, ils m'ont dit oui, on aurait pu, mais il fallait nous contacter dans les 30 jours. Donc, c'est vraiment, enfin, il se passe là-bas. Parce que j'ai un autre retour d'expérience avec une fondation avec laquelle je bossais qui s'est fait hacker son compte pub. Et là, c'était assez facile de voir qu'on s'était fait hacker parce qu'on a reçu 1200 francs de frais de pub en vietnamien pour vendre des caleçons sur une page vietnamienne. Donc, autant dire que ça s'est assez vite vu qu'on avait été hacké. Mais même là, j'ai vraiment dû, pour récupérer les 1200 francs, c'était long, c'était compliqué. Et dans le compte pub, on voyait encore des traces de ce compte vietnamien qui était. Donc, c'est assez flippant, quoi. Enfin, pendant des mois, j'ai vécu avec la peur qu'ils aient encore un accès au compte, quoi. Ah ouais. Donc, d'où vraiment l'importance de bien sécuriser vos comptes, comme je disais au début. C'est vraiment réel. Et là, il y a de l'argent en jeu, quoi. Enfin, c'est pas juste des messages affichés. C'est vraiment, ça nous a pris 1200 francs. Ça aurait pu prendre plus si la carte de crédit n'avait pas bloqué. Donc voilà. J'avoue que personnellement, le sponsoring des posts, je le fais vraiment que quand j'ai pas le choix. C'est-à-dire rarement. Ouais. Mais voilà, après, la décision vous appartient aussi. Des fois, c'est vrai que pour se démarquer, pour toucher plus de monde, des fois, voilà, pour être visible plus rapidement, ben, ça aide. Ok. Plus de questions au niveau post sponsorisé. On me demande souvent comment utiliser les modèles des verres donc pour faire des posts avec le branding des verres.
Pour ça, on a 2 outils maintenant qui existent. Enfin, on a un outil, comme je vous disais, CD Grunet. CD Grunet, c'est vraiment un système qui permet de générer des visuels verts. Donc, en fait, vous mettez vos textes. Je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, vous pouvez vraiment choisir. Ça vous met les visuels sur l'image. Vous pouvez choisir où vous affichez. Vous pouvez changer l'image, changer la taille du texte. Maintenant, il y a la nouvelle charte aussi. Vous avez peut-être déjà vu ce nouveau design des verts. C'est un peu une charte alternative qui permet de varier un petit peu. Donc voilà, ça en quelques clics, vous créez les visuels que vous voulez. Vous êtes sûr que c'est corporate, que ça respecte la charte. Donc moi, je vous conseille d'utiliser. Il vient d'être mis à jour, il est pas mal. Vous pouvez pas mettre des textes très 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 longs sur les bandeaux, mais ça reste, ça vous oblige d'être concis. C'est très bien, c'est un bon exercice. Donc je vous conseille ça. Et sinon, j'ai aussi créé des templates que je mets souvent à jour, des templates Canva. Si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de Canva, vous pouvez simplement dupliquer un template et puis le modifier comme vous voulez dans Canva. Donc ça, vous avez aussi plus de flexibilité, plus de liberté. Mais ça vous fait 2 outils possibles. Je ne sais pas s'il y a des questions, si quelqu'un a déjà utilisé un de ces 2 outils, puis il y a des questions spécifiques. Oui, moi j'avais utilisé le modèle les templates Canva, puis il me semblait que c'était pas la bonne taille pour Instagram. Ok, alors je les ai mis à jour il n'y a pas longtemps. En fait, Instagram a changé les tailles. Avant, c'était du 4/5 le ratio, puis maintenant, c'est du 3/4. Mais maintenant, ils sont à Ok. jour. Donc, je ne sais pas si tu as Donc essayé. normalement c'est bon. Ouais. Ouais. Alors, Ouais. sur Instagram, on peut faire plusieurs tailles, mais on recommande le 3/4. C'est vraiment un ratio qui correspond à certains appareils photo. Donc, pour occuper le plus possible d'espace. Donc, les Ouais. modèles sont en 3/4, sauf ceux qui sont en 9/16 pour des stories ou des couvertures de Reels, par exemple, qui sont en 9/16. Donc, je sais pas, si tu as une question spécifique ou si tu veux qu'on regarde ensemble une fois, n'hésite pas à me dire et Ouais, puis on je te peut dis si regarder. jamais. Ouais. Ouais, super, merci. Ouais. Donc, Oui, ces templates, je les mets souvent à jour. Des fois, je fais des nouveaux designs que je mets. Enfin, n'hésitez pas aussi à aller voir sur l'intranet. C'est là que je mets tous les templates. Vous pouvez les retrouver facilement. oui, moi aussi, Raphaël, je peux t'appeler une fois parce que je veux pas déranger tout le monde avec des questions précises sur le CD Grune, que c'est très bien, mais c'est un peu limité. Oui. Donc, si jamais je peux t'appeler moi aussi parce que Oui, sans souci. Ouais. j'ai des photos et puis voilà. Ouais, alors oui, il est limité, mais c'est aussi l'avantage du système, c'est que voilà, vous pouvez, enfin, ça vous cadre un petit peu aussi effectivement, mais ça peut être limité pour certaines choses. Oui, non, c'est très bien, hein, mais justement pour comprendre un peu mieux. OK. Et si jamais sur l'intranet, vous avez un lien direct, si vous voulez utiliser certains templates, vous cliquez sur utiliser le template, et puis là, vous pouvez simplement, alors vous n'aurez pas la même chose, moi je suis connecté sur Canva, mais vous pourrez utiliser ce design, enfin, ce modèle pour un de vos designs. Et voilà, c'est assez simple. N'hésitez pas si vous trouvez qu'il manque quelque chose, s'il manque un design, si vous voudriez voir un autre type de contenu. Et typiquement, Caroline nous avait fourni un design de flyer de ce type. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me partager si vous avez des choses sympas aussi à partager aux autres sections, je peux les afficher ici. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport au visuel et surtout au système pour créer des visuels? On m'a posé plusieurs fois la question, moi j'ai pas de réseau, est-ce que je dois m'y mettre? Alors ça rejoint ce qu'on disait avant avec Claudia. À mon avis, déjà, personne peut vous obliger à vous y mettre, parce que c'est votre choix, c'est votre décision. Utilisez les réseaux selon vos propres convictions. Là, ce que je comprends, il y a des gens comme nous, on voulait plus utiliser X ou Twitter. Ça fait partie de nos valeurs et on les applique. Ne vous forcez pas à vous y mettre. C'est vrai que ça demande du temps quand on se met à un nouveau réseau, le temps de construire une audience, de comprendre les codes du réseau. Le temps, il aura déjà vite passé, la campagne sera bien avancée. Donc vraiment, pour tenir sur un réseau, il faut vraiment avoir envie. Parce que si on le fait à contre-cœur, ça sert à rien. Des fois, il vaut mieux garder l'énergie et le temps pour s'engager, militer autrement sur les stands, à distribuer des tracts à 6 heures le matin. On a aussi besoin de gens qui font ça. Donc voilà, c'est vraiment une décision qui vous appartient.
On me demande souvent est-ce qu'il y a des sujets sensibles ou à éviter. Alors ça rejoint aussi ce qu'on disait par rapport aux trolls. Est-ce qu'il y a des pièges? Comment on peut attirer l'attention sans trop s'exposer? Je pense qu'il faut vraiment partir du principe quand vous postez quelque chose sur les réseaux, ça peut devenir problématique. Ça peut être pris par les gens mal intentionnés, ça peut être déformé, ça peut être pris hors contexte. Donc, il faut vraiment être prêt aussi quand vous publiez quelque chose à répondre aux attaques éventuelles qu'il peut y avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taire, hein, heureusement, mais il faut quand même être sûr de ce qu'on dit. Faut vraiment éviter de manière générale les attaques personnelles. Donc, on dit toujours chez les Verts, on attaque des idées, mais pas des personnes. Faut vraiment éviter les rumeurs, les informations non sourcées, non démontrables. On doit vraiment être irréprochable sur les messages qu'on véhicule. Et puis, évitons aussi les sujets qui s'éloignent trop du programme des Verts. Restons un peu sur nos expertises, sur ce qu'on veut communiquer aux gens sur notre mouvement. Si des fois vous devez communiquer sur un sujet chaud, ça nous arrive, hein, que ce soit au niveau cantonal ou des fois même communal, citez d'office les sources, comme ça, c'est indémontable. Vous pouvez aussi préparer un peu une fiche de fact-checking ou de nasty questions, comme on dit. C'est genre vraiment vous mettre dans la peau de quelqu'un qui aimerait vous embêter et puis qui vous poserait des questions un peu pour vous piéger. Donc si vous-même vous préparez ces questions à l'avance, ça peut déjà bien vous aider à répondre. Une petite astuce pour les personnes qui utilisent l'IA, c'est des très bons partenaires pour créer des nasty questions. Donc, vous pouvez leur donner votre communiqué, par exemple, puis dire créez-moi la liste des nasty questions qu'on pourrait me poser. Et ça vous permet de bien vous préparer. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser ça si vous êtes une personne qui utilise l'IA, dont on parlera dans un tout petit moment aussi. Ouais, moi j'ai juste une petite question par rapport à ces sujets pièges. On pourrait être amené à travailler dans une autre entreprise ou autre dont les valeurs ne sont pas tout à fait en accord avec celles des Verts. Ben voilà, des fois, on n'a pas forcément le choix. Comment gérer, si on est attaqué sur ce sujet-là, ou comment gérer ces questions-là, en fait? Tu dis si on t'attaque personnellement parce que tu bosses dans une entreprise qui n'est pas en accord avec les valeurs vertes. Oui, exactement, ou le sujet sur lequel je bosse n'est pas forcément en accord avec la position des Verts, mais voilà, c'est pas le choix parce que c'est lié à l'entreprise dans laquelle je travaille. Mm-hmm. Oh, c'est une éternelle question. Ouais, honnêtement comme ça, j'ai pas forcément de réponse. Alors déjà, j'essaierai perso de pas trop communiquer dessus. Après, si ça sort, ça sort. Je pense que dans tous les domaines, je pense que personne n'est irréprochable non plus. Toujours dire que voilà, chez les Verts, on fait de notre mieux aussi. Mais voilà, ça reste un travail et puis on n'a pas toujours le choix de le faire. Ça rejoint un peu les débats sur si je pars en voyage alors que je suis vert, comment on répond. Ouais, ça dépend aussi le domaine dans lequel c'est. Je sais pas si j'ose te le demander ou si tu es d'accord de le dire ou c'est un exemple concret. Non, c'est peut-être un peu délicat, mais par contre, si c'est OK de peut-être écrire à toi ou bien quelqu'un dans la communication, justement, sur ce sujet particulier, parce que ça pourrait être problématique. Oui, alors n'hésite pas si tu Si sens on qu'il y a identifie facilement en tant que Vert sur le projet, voilà, c'est toujours un peu délicat. Ouais, je comprends, ouais. Après, moi, ce que j'aime bien, des fois, on dit, vous avez... moi, je connais un Vert qui était dans un comité de section, qui travaillait dans une grande entreprise de... qu'on appelle ça, les bateaux qui transportent des marchandises, dans le fret maritime, je crois, mais dans une boîte, qu'on fait beaucoup. Et moi, je disais, je trouve bien, parce que maintenant, le but, c'est qu'on ait aussi des Verts qui infiltrent, entre guillemets, ces autres domaines et puis qui puissent amener du Vert dans ces domaines. Parce que si on cloisonne complètement, c'est des domaines qui vont jamais changer. Alors que si on arrive à aussi amener nos valeurs dans ces milieux, c'est peut-être comme ça qu'on arrivera petit à petit à faire changer. Mais voilà, c'est mon avis et puis je sais que tout le monde le partage pas, mais... Non, mais au moins, ça donne au moins quelques pistes de réflexion, parce que voilà, c'est des questions auxquelles on peut être amené. Complètement, ouais. N'hésite pas à me contacter directement et puis on peut en parler puis voir si on trouve un angle. Ouais, ça marche. Merci. Merci à toi. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport
ces sujets sensibles. Donc ça, vraiment, si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter aussi, à nous contacter pour ça arrive. On est là pour aussi vous conseiller. Je dis pas qu'on a forcément des réponses magiques à tout, mais déjà, des fois, de pas être tout seul sur des sujets comme ça peut rassurer. Moi, j'aime bien en général essayer de trouver des questions pour exercer des débats ou des nasty questions. Donc, n'hésitez pas. J'aime bien faire ça. On n'en a pas beaucoup parlé, mais l'intelligence artificielle dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour nous aider dans la création de contenu? Est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour créer des visuels? Alors, au niveau vaudois, on n'a pas encore de charte sur l'IA. On se rallie à la charte des Verts suisses, qui est relativement complète. Je vous la montre un peu, mais je n'ai pas préparé. En fait, la charte des Verts suisses, elle dit que l'IA est quand même utile pour éveiller la curiosité, l'innovation, la transparence. Il faut par contre faire attention à la crédibilité. Si on publie quelque chose, ça doit être sourcé, vérifié. On doit prendre en compte l'équité, le respect des personnes et de la nature. Mais je trouve que cette charte, elle n'intègre pas assez le contenu, le côté environnemental. Et je pense que, comme vous le savez, c'est un gros problème de l'IA, c'est les ressources que ça consomme. Donc, au niveau des Verts vaudois, on va vous proposer à l'AG une nouvelle charte sur l'IA qui met plus en valeur l'aspect environnemental. Personnellement, je recommande aux gens qui utilisent l'IA de le faire de manière la plus parcimonieuse possible, dans le cadre des Verts. Dans votre vie privée, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, perso, alors j'avoue que je l'utilise quand il faut résumer un objet parlementaire de 3 pages en un post Instagram. Je fais pas tout à la main. Je dis que pour des tâches où mon cerveau n'a pas de plus-value, je préfère les automatiser, utiliser des outils. Par contre, pour le faire, j'essaie d'utiliser des solutions les moins gourmandes possibles, typiquement Euria d'Infomaniac, qui est une nouvelle IA qui a été lancée et qui est écologiquement moins problématique. Alors, je dis pas qu'elle est neutre parce que rien n'est neutre, mais voilà, je la teste pas mal ces jours et franchement, c'est pas mal. Donc voilà, donc les 2 axes, j'essaie vraiment d'utiliser l'IA quand c'est nécessaire ou vraiment quand ça m'offre vraiment un gain de temps et du temps que je peux allouer sur autre chose. Et quand je le fais, j'utilise les solutions les moins consommatrices possibles. Il y a un souci aussi avec l'IA, de plus en plus, si vous êtes sur LinkedIn, vous l'avez sûrement vu, c'est le slop. Le slop, comme on appelle ça, c'est vraiment un peu un ramassis de textes sans valeur et qui se ressemblent tous. Et on voit clairement que c'est fait avec de l'IA. Moi, je trouve que ça devient quand même assez problématique. Et je pense que c'est une image qu'on ne veut pas donner des Verts, c'est des textes générés par l'IA. Le but, c'est vraiment qu'on garde nos textes humains, authentiques, et puis que voilà, ça prenne pas le pas sur notre contenu parce qu'on va vite être moins crédible. Donc ça peut vraiment impacter négativement notre image. Donc voilà, faisons attention avec l'IA quand même, mais je pense qu'il ne faut pas l'interdire non plus parce que ça fait partie des avancées. Il faut juste cadrer un peu l'utilisation, je pense. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ou des retours d'expérience avec l'IA? Des autres gens qui sont choqués de voir comme moi, comme c'est en train de remplir Internet? Moi, je l'utilise beaucoup, comme toi. C'est vrai qu'il faut se limiter un peu, mais elle est géniale. C'est justement problématique aussi, ça. Ouais, je pense que c'est comme tout, il faut un peu se fixer des limites. Mais pour ça, ouais, on vous proposera peut-être une charte un peu plus détaillée que celle des Verts suisses prochainement. C'est bien. Plus de questions par rapport à ça? Des besoins qui reviennent souvent, c'est comment créer des photos ou des vidéos de bonne qualité. Alors ça, je vous cache pas que ce serait un cours à part entière de plusieurs heures, mais je peux déjà vous donner quelques conseils comme ça. Quand on crée des photos, des vidéos, le plus important, une des choses les plus importantes, c'est la lumière. La lumière, c'est crucial.
Essayez toujours de choisir un endroit avec une lumière uniforme, la plus douce possible. Évitez une grosse source de lumière qui fait des ombres assez marquées. Utilisez un trépied ou un stabilisateur pour un rendu un peu plus stable. Ça aussi, dès qu'une vidéo tremble, ça fait tout de suite moins pro. Utiliser un appareil ou un smartphone permettant une qualité suffisante. Alors, malheureusement, j'avoue qu'en tant que photographe, je suis très attaché aux iPhones parce que je trouve que la qualité est très bonne. Mais je suis aussi conscient que éthiquement et écologiquement, c'est pas le top. Malheureusement, les Fairphone n'ont pas, à mon avis, encore les performances nécessaires. Mais voilà, c'est encore une fois mon avis de photographe. En arrière-plan, essayez d'avoir quelque chose d'épuré, ou alors en situation, si vous parlez d'un projet qu'un municipal a réalisé, n'hésitez pas à le mettre au milieu de ce projet, si c'est dans l'espace public, par exemple. Faites un cadrage vertical pour tout ce qui est réseaux sociaux, ça reste quand même cadrage vertical, c'est l'énorme majorité des contenus sont consommés sur smartphone. Et c'est vrai qu'à part quelques exceptions, moi ça m'embête de devoir tourner mon écran pour regarder une story des fois. Sauf si c'est vraiment une vidéo incroyable, mais c'est rare. Essayez de placer, comme on le voit là sur l'image, les yeux sur le tiers supérieur. On divise toujours l'image en tiers à peu près. Et essayez de mettre les yeux sur le tiers supérieur. Sous-titrez systématiquement pour les réseaux sociaux. Faites des textes assez gros et contrastés, comme on le voit là. Évitez de placer les sous-titres sous les éléments. Là, j'ai mis en rose les éléments où vous devez rien mettre dessous parce qu'on ne le voit pas. Typiquement, il y a les textes, il y a les icônes, les boutons. Donc, en fait, la zone save, comme on dit, elle est toute petite. Et puis, assurez-vous aussi que le son soit de bonne qualité. Le son, ça peut vous ruiner aussi une vidéo. Donc, n'hésitez pas à investir un petit peu dans du matériel pour ça. Je vais vous donner un ou deux conseils sur la slide suivante. Et du coup, ça m'amène à une question. Est-ce que de votre côté, il y aura un besoin de faire un atelier pratique de prise de vue, donc dédié uniquement à la création photo et vidéo, qui pourrait se dérouler, je sais pas, un samedi matin en présentiel? Est-ce que vous avez un besoin, vous, de ce côté-là? Vous pouvez aussi me répondre par mail ou je ferai un sondage. Oui, Valérie? Ah, c'était juste oui. Parfait. Ok, on verra. Moi, je voulais juste ajouter, Raphaël, que le seul peut-être un réseau sur lequel ça vaut la peine de filmer en horizontal, c'est YouTube. Oui. C'est YouTube, quand on fait des vidéos un peu plus longs, C'est ça. genre documentaire, portrait, etc. Alors là, il faut filmer avec le format horizontal. Excuse-moi, Exact. c'était juste pour ceux qui ont aussi YouTube. Oui, tu as raison, merci de le préciser, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je parle pas des shorts, je parle des vidéos complètes. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai, plus en mode documentaire ou des fois si vous faites un podcast filmé ou des choses, plus des longs formats. Aussi LinkedIn, mais disons que le plus important, c'est YouTube. Oui, alors LinkedIn maintenant met plutôt en valeur le vertical. Depuis la semaine dernière, j'ai vu les vidéos s'afficher différemment et c'est assez sympa. Ah, ok. Mais ça reste plus vertical, ouais. Ok. Mais des fois, ils changent. Enfin, c'est ça qui est compliqué des fois, c'est que les réseaux, ils expérimentent comme nous. Du coup, ce qui est valable des fois un jour, l'est plus le lendemain, quoi. Mais effectivement, si c'est du long format, peut-être plutôt horizontal. Mais pour tout ce qui est snacking content, capsule vidéo, c'est vraiment vertical. Merci. Oui, Valérie. On ne t'entend pas, Valérie, si jamais. Alors, tu veux mettre ta question dans le chat si tu as une question, parce qu'on ne t'entend pas. Alors, je te laisse mettre ta question peut-être dans le chat, par écrit, volontiers. Ça ne me dérange pas. Je vous propose de continuer, puis n'hésite pas à m'interrompre si jamais, Valérie. J'ai une question pour les sous-titres à mettre dans les vidéos. C'est quelque chose qui est automatique dans les réseaux sociaux ou qu'on doit ajouter manuellement?
Alors moi, je le fais manuellement sur les vidéos parce qu'il y a, alors certains réseaux proposent de base le sous-titre automatique, mais c'est assez catastrophique. Typiquement, coton nouveau, souvent ils mettent veau le bébé de la vache ou c'est assez, ouais, moi je trouve pas du tout qualitatif. Donc j'ai tendance à mettre, comme sur mon exemple, là, j'ai mis vraiment sur la vidéo avec mon logiciel de montage et puis désactiver sur les réseaux sociaux le sous-titrage automatique. Alors, YouTube est pas trop mal avec ça. Mais c'est vrai que nous, on a souvent en politique, puis dans le canton de Vaud, des termes assez spécifiques, puis les IA, enfin, ce qu'ils utilisent pour faire le sous-titrage automatique, c'est pas top. Mais je souligne juste qu'effectivement, moi, je trouve que les réseaux sociaux, bah, déjà, pour être inclusif et accéder à toute la population et tout ça, c'est super. Mais aussi tous les gens qui sont au travail ou qui sont dans les transports publics, ou on est dans le lit, on peut pas mettre le son, c'est vraiment, je pense, que ça crée de la visibilité en plus, quoi. Complètement, ouais, clairement. Alors après, bah, tu soulignes quelque chose de juste, c'est que les sous-titres qu'on met en dur sur la vidéo, comme j'ai fait là, sont moins du coup inclusifs et accessibles que des sous-titres qui sont rajoutés par le réseau social par-dessus. Typiquement, les outils pour lire oralement, par exemple aux personnes aveugles ou malvoyantes, elle ne détectera pas les sous-titres qu'on met ou pas forcément les sous-titres qu'on met sur la vidéo en dur. Donc voilà, c'est nouveau des compromis à faire et effectivement, c'est compliqué de répondre à tout. Mais sachant que même sur une vidéo sur lesquelles on met des sous-titres en dur, on peut les afficher sur le réseau social. Typiquement YouTube, je peux activer à la main les auto-captions, comme ils disent. Mais effectivement, j'ajoute toujours à la main pour que ce soit un peu plus qualitatif. Mais c'est vrai que je crois que j'avais vu une stat, la majorité des vidéos sont vues sans le son. Comme tu dis, dans les transports ou dans le lit. Donc effectivement, pour moi, les sous-titres, c'est systématique. Ouais. Tu fais le montage avec quel logiciel, moi, je fais tout avec CapCut. Ah, ok. Ouais, je vous en parle dans la slide suivante. Ouais. Ah, ok, excuse-moi. Alors moi, je fais vraiment que des vidéos simples, enfin des capsules. Le but, c'est de rester simple. Donc, Oui, CapCut oui. À part qu'il est cher. Ouais, j'ai la version free. Ah ouais, mais du coup, on peut pas faire grand-chose avec. Je sais. Là, ils utilisent le Final Cut, sinon. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à comment créer des photos vidéos? Je sais que c'est hyper, enfin voilà, on pourrait faire des heures dessus. Hein, là, c'est hyper succinct comme conseil. Voilà. Donc j'analyserai après les communales parce que là on est le nez dans le guidon, mais la possibilité peut-être de faire des ateliers pratiques de prise de vue, ça peut être sympa. Au niveau matériel, des fois il suffit de peu de choses pour augmenter la qualité des vidéos, surtout au niveau du son. Comme je disais, le son, pour moi, ça peut vous ruiner une capsule. Si vous avez quelqu'un qui parle super bien, qui dit des choses intéressantes, si le son est pourri, on va vite passer à autre chose. Maintenant, pour quelques dizaines de francs, on peut avoir des bons micros, même des micros sans fil. Vous pouvez directement brancher dans le smartphone. Donc là, j'ai mis quelques modèles de matériel très accessible que vous pouvez acheter pour pas grand-chose. Typiquement, les micros pour moins de 100 francs, on a déjà des choses très très bonnes. Ça peut être des micros sans fil. Le micro là, c'est un micro directionnel. Donc, si vous voulez pas vous embêter avec le micro sans fil, c'est un bon compromis. C'est déjà bien meilleur que le micro de votre smartphone. Vous pouvez aussi avoir un stabilisateur aussi pour votre téléphone. C'est vrai que quand on filme, ça peut vite trembler pas mal, même avec la stabilisation de votre téléphone. Donc, on peut avoir un ancien modèle du stabilisateur que je vous ai mis là pour moins de 100 francs. Donc ça, c'est chouette aussi si vous voulez faire des vidéos en marchant. C'est beaucoup plus qualitatif. Et puis sinon, pour le montage vidéo, alors il y en a plein qui existent. Il y a même des gratuites. Hein. Mais bon, souvent quand c'est gratuit, il y a des conséquences. Mais moi, j'utilise CapCut. Alors, il est quand même 25 francs par mois, mais il permet de faire plein de choses. C'est hyper documenté sur Internet. Donc, moi, je vous le conseille. Et il peut aussi générer les sous-titres. Alors, ça demande de repasser derrière pour corriger les fautes, mais ça fait une bonne partie du job. Donc, si votre section peut se le permettre, je vous conseille une licence CapCut. Mais voilà, il y a plein de choses qui existent. N'hésitez pas, si vous avez une idée de matériel, à me demander des conseils. Hein, si jamais, je suis aussi là pour ça. Donc, ouais, des fois, avec quelques dizaines de francs, on augmente
sensiblement la qualité de nos contenus. Est-ce que vous avez des questions par rapport au matériel? Et moi, je voulais juste savoir si tu filmes avec ton portable, Raphaël. Oui, alors moi, je fais quasi tout avec mon smartphone maintenant. Oui. Ouais. Alors, encore une fois, j'ai un iPhone 16 Pro qui n'est même pas le dernier modèle. Mais j'ai activé un mode qui me permet d'avoir vraiment des vidéos pleine qualité alors qu'elles sont super lourdes. Mais je fais tout au smartphone. Okay. En fait, souvent, je suis au bureau, au secrétariat Vaudois, et puis il y a tout à coup un vote au Grand Conseil, et je cours au Grand Conseil. Je fais une capsule vidéo, comme on a fait ici avec Ariane. Et, je filme la capsule, je rentre au bureau, je fais le montage, et des fois, en 1 heure, c'est tourné, posté. Et du coup, voilà, le but, c'est vraiment que ça aille vite. Je pense que vraiment, les smartphones, maintenant, ça permet de faire des choses, mais largement suffisantes pour les réseaux. Donc, encore une fois, ce qui compte, c'est vraiment le message, c'est ce qu'on dit, quand même un petit peu de qualité, mais il n'y a pas besoin d'un studio de production. Je pense même que les vidéos qui sont trop léchées, où il y a vraiment une lumière incroyable, les gens, ils vont plus penser que c'est fake, enfin, voilà, c'est moins authentique, c'est plus réfléchi. Enfin, donc, je pense quand même que le spontané sur les réseaux, il est important. Donc, prenez-vous pas trop la tête, ça nous arrange. Voilà, on arrive au bout de ce que j'ai prévu par rapport à vos questions. Je ne sais pas si vous avez des questions qui subsistent, des remarques, des besoins, est-ce que des choses que vous aimeriez que le secrétariat vous propose plus. Donc, je suis à votre dispo, donc n'hésitez pas à prendre la parole maintenant ou à m'envoyer un mail par la suite. Mais la parole est à vous. Oui, Sébastien. Ah, on t'entend pas. Ah, pardon, j'avais le micro de mon casque qui n'était pas au bon endroit. J'ai loupé la reprise après la pause, juste. Donc, je ne sais pas si tu as répondu. Moi, j'avais une question par rapport à. Donc, je gère le réseau des verres de Prilly. Puis, j'ai créé une page Instagram là, il y a quelques mois. Et puis, bon, j'essaie de mettre des trucs dessus. Puis, il y a plein de gens qui s'abonnent à ma page Instagram. Donc, je ne sais pas si tu en as déjà parlé. Il faut accepter toutes ces personnes. Tu en as parlé. Ah, voilà. On a brièvement, oui, mais alors aucun souci. Alors, encore une fois, il n'y a pas de règle, je dois suivre ou pas. Tu n'es pas du tout obligé de suivre quelqu'un qui te suit, enfin, de suivre en retour. Moi, je le fais pas parce que sinon, tu as vite beaucoup trop de gens que tu suis. Moi, je suis si c'est cohérent, enfin, si c'est quelqu'un qui est dans notre cercle des Verts, par exemple, si c'est des membres, des élus, des assos, genre WWF, ProNature, Objectif Climat, les médias, mais je choisis quand même qui je suis en retour. Mais le fait de ne pas les suivre va pas te pénaliser au niveau visibilité. Ce qui peut un peu t'aider, c'est si tu suis des nouvelles personnes, et là, en fait, ils te remarqueront, puis peut-être qu'ils te suivront en retour. Mais ça va pas te pénaliser de pas suivre. On a même tendance à dire des fois, si le ratio des gens qui nous suivent par rapport aux gens qu'on suit, il n'est pas assez élevé. Typiquement, si tu suis plus de gens qu'il y a de gens qui te suivent, ça donne une mauvaise image, et puis l'algorithme, il peut te pénaliser. Mais ça, c'est une rumeur, je n'ai pas vu de confirmation. Ouais, je comprends. Ouais. Et une chose que j'ai mentionnée aussi qui est importante, surtout pas faire de follow, unfollow. Ça, c'est quand tu suis plein de gens dans l'espoir qu'ils te suivent en retour. Parce que, et puis s'ils te suivent pas, tu te désabonnes après 2 jours, parce que ça, les réseaux, ils te repèrent direct. Puis là, ils te pénalisent. Donc après, tes posts, ils ont plus de reach. Donc ça, faut éviter. Faut faire des follow intentionnels et pas juste pour le chiffre. Idéalement. Ok, alors merci beaucoup et désolé pour la non, aucun souci. pour tous les autres. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je n'ai pas suivi le chat depuis un petit moment. Ah oui, le Rode Wireless est top, ouais, c'est ce que j'ai aussi. Sur Canva, il y a les sous-titres transcrits. Ok, alors ça, je ne savais pas, mais j'avoue que je ne fais pas de montage sur Canva personnellement. Donc top, c'est bon à savoir. Donc des fois, les outils, on va chercher trop loin, mais c'est pour un montage tout simple. Des fois, même Canva suffit.
Les exemples, oui, j'avais prévu selon le temps à dispo de vous montrer des exemples. Alors, on n'a plus beaucoup de temps parce que on avait prévu 2 heures, mais ce que je peux faire, c'est prendre les stats de nos derniers posts et puis regarder un peu ce qui marche bien. Alors, voilà, un exemple de tout le monde voit bien l'écran de mon téléphone. Ouais. Un exemple de choses pas hyper qualitatives, c'est de faire une capture d'écran d'un autre réseau pour mettre un screenshot sur Instagram. Donc, comme on le voit, le texte est pas, voilà, le texte est coupé. Enfin, ça, personnellement, je le recommande pas. C'est pas très qualitatif. Mais c'est mon avis. Là, on va regarder un peu ce qui a bien marché ces derniers temps. On dira à Roger que c'est pas lui qui l'a fait. Non, vous pouvez, ouais, mais dites pas que c'est moi. Donc, quand on va dans les stats, alors là, je vais prendre Instagram. On peut regarder les contenus qui ont le mieux marché. Et des fois, c'est la bonne stratégie de se dire qu'est-ce qui a bien marché. Puis, du coup, le but, c'est de refaire un peu ce qui a bien marché, hein, que ce soit dans les formats. Donc là, on voit ce qui marche bien. Sans surprise, c'est tous des posts sur lesquels on a été mis en collaboration. Donc, typiquement avec Léonore. Léonore, elle a une grosse ambiance aussi. Donc, ce post, typiquement, il a été vu presque 11 000 fois. Ce qui est assez énorme. Et 75% des gens qui ont vu ce post, c'est des gens qui nous suivent pas, enfin, qui nous suivaient pas. Donc, c'est potentiellement tous des gens qui vont commencer à nous suivre. Donc, en fait, on veut toucher nos followers, mais on veut aussi toucher des gens qui nous suivent pas. Parce que le but, c'est d'élargir notre audience. Donc là, on voit que là, c'est clairement réussi. Donc après, il y a plein de statistiques qu'on peut voir, où sont passés les gens, où sont venus les gens, combien de temps les gens sont restés sur le contenu. On voit que ça descend hyper vite. Après 5 secondes, il y a déjà la moitié qui arrête de regarder. Donc ça, ouais, ça, c'est vraiment la fenêtre d'attention qui dure quelques secondes. Ensuite, dans les contenus qui ont bien marché, bah là, typiquement, ça c'est juste, c'est l'exemple qu'on a pris avant, c'est si Instagram veut charger. Non, il veut pas. Mais en gros, c'est juste une photo et un texte et ça fait 7500 vues, ce qui est quand même vachement bien. Et après, ça descend assez vite. Alors là, c'est un post où il y avait aussi pas mal de collaborations. Mais Instagram ne veut pas. Alors ça bug assez souvent les stats Instagram. Je sais pas si chez vous aussi, mais chez moi, c'est pas la joie. Donc on voit en gros ce qui marche bien, c'est vraiment en premier, bah, forcément les posts avec des collaborations, parce que ça démultiplie l'audience. Donc comme je disais, dès que vous pouvez, faites une collaboration ou plusieurs collaborations, ça vous aidera à développer votre visibilité. Si on prend un autre réseau, typiquement LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est assez variable. Des fois, on peut poster des choses qui font 3 likes, puis des fois, on peut poster des choses qui font 150 likes. Donc là aussi, l'algorithme, il est un peu particulier des fois. Si je prends un post qui a bien marché, enfin, spécialement bien marché. Alors là, il y a le communiqué sur les communales où on a indiqué qu'on avait un record de candidats. Donc ça, forcément, ça a assez bien marché. On voit que mon post, il était long. Là, je crois que j'ai repris quasi tel quel le communiqué de presse. Ce que je fais pas toujours, mais là, je l'ai mis comme ça. Là, on voit qu'il y a eu pas mal d'engagement, pas mal de réactions. Là, on voit que j'ai mis les liens vers le communiqué et puis la bibliothèque des dépôts, je les ai mis dans les commentaires, comme on disait avant. Et sinon, ah voilà, nouveau format de vidéo, je disais. Donc LinkedIn met plus en avant maintenant les vidéos verticales. Donc c'est assez sympa comme format, je trouve. Et ça permet d'ouvrir en plein écran. Donc voilà. Je pense que ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas, comme je disais avant, de formule magique. C'est vraiment plusieurs types qui fonctionnent. Il faut faire vos propres expériences.
Ce qui marche bien, c'est l'humain. C'est que nous, on a un objectif aussi avec les Verts Vaudois, c'est que sur notre page, il y ait le plus possible d'humains. Quand on regarde notre galerie, la plupart des posts, c'est des humains. Parce que voilà, c'est ce qui représente aussi notre mouvement. Mais Instagram a l'air... Donc voilà, on voit pour chaque post les statistiques. Il y a des posts qui font pas beaucoup de vues, il y en a qui font plus. Des fois, on peut même pas forcément l'expliquer, hein. Des fois, il y a des posts qui font pas beaucoup de vues, mais qui auront beaucoup de commentaires. Donc voilà, c'est pas non plus une science exacte. Ce qui compte, c'est vraiment d'expérimenter, de faire vos propres expériences, puis pas hésiter à poser des questions. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez voir ou qu'on regarde ensemble. Ah oui, Julie qui dit à Chavannes ou à l'Ouest, c'est les vidéos de jeunes femmes qui fonctionnent le mieux. Donc ouais, comme quoi c'est vraiment... Ouais. Ça dépend tout des sections et des lieux. Voilà, si c'est OK pour vous, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. C'était dense, il y a beaucoup de choses. Je vais vous envoyer les slides avec dès que l'enregistrement est dispo aussi. Donc voilà. Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment super intéressant. Personnellement, ça m'a appris beaucoup de choses. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, j'espère que c'était pas trop dense. Mais en tout cas, ouais, encore une fois, n'hésitez pas, nous on est là pour ça aussi, pour aider les sections et les membres. Donc n'hésitez pas à m'écrire, il y a l'adresse communication. Donc voilà, à dispo, et n'hésitez pas. Et merci en tout cas pour votre travail et votre mobilisation dans la campagne et aussi en dehors, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on est visible. Donc merci pour tout votre travail.